Ça va? Ça va. Michel, reviens, Michel. Michel, tu es là? Je suis là, je t'écoute. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Vous êtes mort comment? Écoute, je présentais Bruel pour la 200e fois. Pour la 200e fois, je disais que c'était le plus grand, qu'il était formidable. Une overdose de bienveillance. Une overdose de connivence. Comme quoi, tu vois. Ça risque pas de m'arriver. Voilà. J'aurais dit comme toi, ton album c'est une daube, je serais encore là. Eh ben voilà, putain. Enfin bon, là, t'es là, un petit peu avec nous quand même. Ouais. Alors maintenant que vous êtes mort, Michel, vous pouvez le dire, ces histoires de vélo, de diététique, c'était du pipeau en fait. Vous carburiez à la cortisone, à l'EPO, aux amphétamines, non? J'ai fait une overdose de coquillettes, de soupe aux légumes, de verveine, Ah ouais. de tilleul, de yaourt. Johnny m'en avait tellement offert. Ouais. C'est ça. J'aurais fait comme toi un peu de coke et de l'héros, je serais encore là. Je serais encore là aujourd'hui. Hein. C'est comment là-haut alors? Eh bien, c'est pas mal. Ah ouais? Mais l'immobilier est monté, tu passes à Ah ouais, ouais. Et oui, ceux qui sont arrivés il y a 30, 40 ans, c'était abordable. Ouais. Maintenant, avec les... Maintenant, Michel, tu peux savoir, c'est cher. quelle est la première personne que vous ayez croisée en arrivant au paradis? Claude François. Claude François. Oui. Et alors? Et tu sais avec qui il était? Non. David Hamilton. Ah putain. Oui, ils refont une agence de mannequins. Ah putain. Mais des mannequins âgés. Bien sûr, bah oui. La plus vieille doit avoir 13 ans. Oh putain, merde. Alors, est-ce que Serge Gainsbourg a revu Whitney Houston? Non seulement ils sont revus, mais ils sont ensemble. Non. Ah, ça, c'est dingue. Et ils ont arrêté la coke, la cigarette et l'alcool. Ah oui, il est clean. Ça y est, il est au yaourt lui aussi. Il va rester pour l'éternité au paradis. Et le Luron, vous l'avez revu, Michel? Oui, alors il a ouvert une boîte Ouais. avec Chazot, Brielli et Trenet. Oh putain. Ça s'appelle Les Années Folles. Et Johnny? Oh ben Johnny, et Aznavour l'a rejoint. Ouais. Alors, comme ils sont les derniers qui sont arrivés, ils n'étaient pas prévus si tôt. Ouais. Alors, ils sont en chambre d'hôte. Ah, Avec Brassens, avec Brel et avec Léo Ferré. mais c'est pas mal quand même. En attendant. Ouais, ils font des bœufs tous ensemble, non? Oui, bien sûr. Ils chantent. Les copains d'abord. Les copains d'abord, absolument. Alors, Charles Aznavour, vous lui avez dit quand même qu'il vous a un peu planté la sortie de votre bouquin, parce que comme dans tout le bouquin, vous expliquez qu'il va être là à 100 ans, c'est un peu niqué la promo quand même, non? Oui, surtout que je l'ai suivi derrière. Ouais. Non, mais il avait lu une grande partie du livre. Ah ouais? Avant de partir, donc j'étais rassuré, quoi. D'accord. Mais j'ai rencontré plein de gens à qui je pensais depuis des années là-bas. Ouais. Et j'ai découvert des trucs incroyables. Tu sais que Montand s'est retapé Marilyn Monroe. Ah. Et Absolument. Simone est au courant ou pas? Elle s'est réfugiée avec Edith Piaf, qui le prend très mal également. J'ai vu Gabin. Ah, alors? Il dînait avec Michel Morgan. Ah ouais, t'as de beaux Et yeux. alors, je suis passé, t'as de beaux yeux. Tu sais. Il y a un truc que je me suis toujours demandé. Jean-Yann, il est au J'ai paradis? revu- Ah, il est j'ai au paradis? revu Jean-Yann. Ah oui, alors? Oui, alors, il prépare un nouveau film. Bon, après, Ouais. les Chinois, après, tout le monde il est beau. Il prépare un nouveau film qui devrait être produit peut-être par Endemol. Il est très au courant. Ah ouais. Oui, qui s'appelle Le bonheur est dans le blé. Ça doit être bien. En revanche, il n'y a pas Internet là-bas, mais il y a les ragots de village, c'est ce que c'est. Et le dernier ragot, c'est qu'on aurait vu Mitterrand dîner, je te le donne en 1000, avec Pétain. La boulette. Et alors, est-ce que vous avez revu des membres de votre famille? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. J'ai vu mon frère, Ouais. il m'a demandé des nouvelles d'M6. Oh. Et j'ai vu mon père qui m'a dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi ?» Oui, c'est ça, oui. Et voilà, non, c'était très émouvant, très, très émouvant. Mais voilà, ils ne m'ont pas trouvé tellement changé. Michel, reviens, Michel. Ah mais t'es là. Ah oui. Non mais... Michel, vous ne vouliez pas d'hommage national et finalement,
vous avez eu le Panthéon. Ça m'a gêné. Ah bon? Ah oui, par rapport à Simone Le Veil. premier animateur télé au Panthéon, Ouais, quand même. ça m'a gêné, tout ça. Je l'ai dit à Malraux, hein. Ouais. Et à Jean Moulin. Ouais. Ah oui. Non, moi, ma femme voulait un truc tout simple. Ouais, bah oui. Avec les animaux, Ouais. buffet campagnard gratuit, un suppôt et au lit. Alors, ça a quand même dû vous toucher, ce cortège de cyclistes qui, suivaient qui suivaient le cercueil. Absolument, absolument. C'était très impressionnant Ouais, aussi. oui, absolument. Et puis il y avait toutes ces mamies avec leur Yorkshire. Vous l'aviez prévu, ça, en fait, dans votre bouquin. Ah oui, absolument. Elles étaient coiffées... Les cheveux bleus. Ouais. Verts. Ouais. Ou verts, ouais. Verts. Non, mais c'est bien. Avec des bas de contention tout neufs, des gaines toutes neuves, tout ça. Ça m'a touché. Et alors, le discours du président de la République, Emmanuel Macron, lors de votre enterrement, vous l'avez trouvé comment? Un peu long, peut-être, non? Brillant, quoi. Brillant. Brillant, mais je Brillant, mérite. mais pas suivi des faits. Non, mais je méritais pas ça, quoi. Ouais. Et alors, il y a un truc, vraiment, j'aimerais savoir, les larmes de Laurent Delahousse. Est-ce que vous avez trouvé sincères? Oui, parce qu'on m'a dit que le lendemain de ma disparition brutale, il m'avait fait un jour un destin nickel. Nickel. Delphine Ernotte. Elle était émue aussi, Delphine Ernotte, hein? Je pense. Ouais. Je pense. Michel. Ah, mais c'est marrant, dès qu'on parle de Delphine Ernotte, il disparaît, là. Ah, t'es là? Ah, il est revenu, on dit. Vous avez pensé quoi, Michel, du prime time le samedi soir présenté par Laurent Delahousse et Daphné Burki? C'était sympa? Pas mal. Pas mal? Pas mal. Beaucoup d'archives, hein? Il faut que je le voie en replay. Ouais. Il y a eu aussi un touche pas à mon poste spécial Mich là. Hanouna était cool, hein? C'est Cyril. Ouais, il pleurait Hanouna. Hein. Ouais. Et je pense que c'était assez sincère. En revanche, Delormeau, t'as complètement dézingué. Hein. Non. Il a dit quel con ce Michel Drucker. Ah, il a dit ça? Ouais. Ça, c'est Alors pas que tu viens de mourir. ça lui ressemble pas, en plus. Bah non. Et il y a Verdès qui a dit que vous étiez une escroquerie. Non, mais je lui réserve une place là-haut. Ouais. On réglera ça là-haut. À mon avis, Et tu me regardes? si Verdès va pas en enfer, il n'y a pas de justice quand même. Hein. Alors, maintenant que vous êtes mort, Michel, vous aimeriez qu'on dise quoi de vous, en fait? Que j'ai aimé les gens. Ouais. Et que j'ai bien fait le job. Ouais. On dit ça. Alors, il y a un truc qui est dingue, c'est que les ventes de votre bouquin s'envolent depuis que vous êtes mort. Là. Vous êtes à 600 000 exemplaires. Oui, il y a BFM aussi. Ah ouais, il y a BFM. Ah Ça ouais. booste, hein. Toute la journée. Ah bah oui, ça booste. Alors, ce qui est drôle, c'est que Ikea, je ne sais pas si vous êtes au courant, Oui. a commercialisé un canapé Michel Drucker. Mais déjà de mon vivant, il voulait le faire. Ah oui, c'est On l'avait dingue. refusé. C'est dingue. Alors, Anne Hidalgo a décidé de rebaptiser la rue Cognac-G rue Michel Drucker. Ouais. Ça, c'est bien, parce que vous avez Oui, commencé... sauf que depuis, il y a des travaux et des embouteillages. Ah bah oui, ça c'est sûr. Personne ne peut passer dans la rue. Mais même les patinettes passent pas. Alors. Est-ce que le plus dur pour vous, Michel, finalement, c'est pas l'absence de votre chienne là-haut? Ouais, mais vous aussi, vous me manquez. Ah, ça me fait plaisir. Il faut pas tarder, vous êtes déjà en noir. J'arrive. Vous arrivez encore à faire du vélo là-haut? Oui. Ah ouais. Oui, et j'ai roulé l'autre jour avec Jacques Anquetil. Oh putain. Ouais. C'était magnifique. C'était Ah ouais. mon rêve. Il y a des pistes de vélo, il y a tout là-haut. Oui, il y a tout. C'est Il y a bien des- fait, dis donc, Ah, hein. non, c'est très très bien fait. C'est qui fait ça? C'est Dieu qui s'occupe de ça? Oui, mais il y a une Il est équipe, bon, hein. il y a une équipe en béton. Ah ouais. Ah, il a Jésus, Marie, Joseph. Tout. Et sexuellement, comment? Est-ce que tout le monde baise avec tout le monde au paradis? Alors, je sais pas, mais l'autre jour, j'ai vu Michel Simon qui réclamait du Viagra. Ah, oui, c'était un show. C'était un Je sais show, pas. Michel. Il vivait avec sa guenon. Ouais. Ouais. Il avait C'est une pas ce guenon. qu'il faisait, mais, ouais. Ouais, absolument. Est-ce que vous avez eu des vierges en cadeau en arrivant? Non. Non? Non, mais je viens d'arriver. Ouais. Il fallait vous faire exploser en même temps. Hein. Est-ce que le paradis, c'est aussi bisounours que vous le dites, ou est-ce qu'il y a quand même des clubs un peu privés, un peu coquins, où on peut aller faire la fête Il paraît qu'il y a des clubs échangistes. Ah bon, paradis aussi? Ouais. Et tu sais qu'ils attendent? Je sais. Alors, est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous n'auriez pas eu le temps de faire quand vous étiez sur Terre et que vous avez envie de faire, mais malheureusement vous n'y êtes plus? Ah ben oui, j'aurais voulu, mais j'aurais voulu faire un autre métier à côté. Ouais. Être médecin, quoi. Ah oui. Et puis si j'avais été médecin, je me serais peut-être mieux soigné. T'as tenu longtemps quand même, hein? Ouais, mais j'aurais bien voulu que ça dure encore un petit peu, quoi.
Michel! 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 Je crois que cette fois, il est reparti, là. Michel, tu reviens quand tu veux. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Et maintenant, John Sfar, vous ne serez pas surpris que je vous réserve l'interview la plus dure. C'est la plus compliquée de toutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment? Qu'un film que j'ai pas envie de faire démarre et que je sois coincé dedans. Qu'est-ce que vous savez que vous ne savez pas? Je ne sais pas dessiner. Si je savais, j'arrêterais. C'est génial de dire ça. Quel défaut aimeriez-vous avoir? J'aimerais être très mince et très musclé. Parce que je trouve que c'est des cons, les mecs minces et musclés, mais ma nana aime bien. Donc... Quelle est la qualité que vous regrettez d'avoir? Je regrette d'avoir ces 104 kilos qui me rendent tellement semblable à moi-même et qui me dévalorisent aux yeux de celle que j'aime. Vous en souffrez ou pas? Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Parfois, je vois pas ma bite le matin, mais sinon, ça va. Allez-y, continuez. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompé? Ah, si la nana avec qui elle me trompe est pas mal. Pardon, ça ne peut pas dire ça. Non. Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour vous séduire? Des fêlures, du rire, des colères. Ouais. Moi, les gens tout finis, ils n'ont pas besoin de l'autre. Moi, comme je suis pas fini, j'ai besoin d'une personne pas finie. Très bonne réponse. Quelle est l'insulte qui vous fait le plus plaisir? Je sais pas pourquoi j'adore qu'on me traite de connard. Le connard, c'est une vieille chatte, on se sent bien c'est dedans. la bafille, connard. On se sent bien dedans. Ouais, c'est vrai. C'est chaud, c'est humide. Quel est le compliment qui vous énerve le plus? Ce qui m'énerve, un jour, une femme a dit à René Goscinny, « Oh, vous les Juifs, vous êtes tellement intelligents. » Goscinny a répondu, « Il y a plein de cons chez nous, vous avez votre place. » Quelle est la meilleure mauvaise critique qu'on vous ait faite? Ce film est tellement mauvais qu'on dirait une BD. Quand avez-vous déjà été heureux d'être malheureux? Tout le temps. Quand j'étais petit et que j'ai appris le décès de ma mère, je me mettais devant un miroir, je me forçais à pleurer et je me disais « Oh, le pauvre petit orphelin ». Et c'est abominable, mais ça me faisait plaisir. Qui aimeriez-vous détester? Moi, j'aime détester tout le monde. Ouais. Mais je veux pas cibler. Moi, je pense qu'en haïssant tout le monde, on évite le racisme, on évite la ségrégation. Le « vous êtes tous des cons » va nous sauver. Kamel Daoud, bonsoir. Bonsoir. La semaine dernière, je recevais l'homme qui a osé défier la mafia. Cette semaine, je reçois l'homme qui a osé défier Allah. Merci d'être là. Merci. Et d'abord, pour mieux vous connaître, le magnéto de Blacko, Serge. 1970. Kamel Daoud naît près de Mostaganem, en Algérie. Dans sa famille, il sera le seul des 6 enfants à faire des études. À 18 ans, il participe aux violentes émeutes qui secouent l'Algérie et se rapproche des mouvements islamistes. Finalement, c'est la littérature qui lui permettra d'échapper à l'endoctrinement. Mais avant d'écrire des romans, il va se lancer dans le journalisme. 1994. Kamel Daoud est embauché au Quotidien d'Oran, un journal en langue française. Alors que la guerre civile en Algérie a déjà coûté la vie à une centaine de journalistes, il publie chaque jour une chronique dans laquelle il critique aussi bien le régime de Bouteflika que les islamistes. Depuis, ces textes ont été publiés en livres et ils sont étudiés dans les universités algériennes. 2014, Kamel Daoud publie enfin son premier roman, Meursault contre-enquête. Lors d'une interview promo, Daoud affirme que la religion est actuellement un frein au développement du monde arabe. Résultat, un salafiste algérien lui adresse une fatwa. Cela déclenche une vague de soutien en faveur de l'auteur qui va décrocher le Goncourt du premier roman. Un livre vendu à 260 000 exemplaires et traduit en 23 langues. 2016. Après les agressions sexuelles de la Saint-Sylvestre à Cologne, Kamel Daoud publie une tribune dans Le Monde. Il explique qu'il ne suffira pas de donner des papiers aux migrants pour les guérir du profond sexisme entretenu par l'islam dans le monde arabe. Résultat, après avoir été menacé de mort par les islamistes, Kamel Daoud est cette fois cloué au pilori par des universitaires français et accusé d'islamophobie. Dégoûté, Kamel Daoud décide d'arrêter le journalisme. Dommage, il venait justement d'être élu meilleur journaliste de l'année. 2018.
Kamel Daoud n'a pas complètement arrêté le journalisme, puisqu'il écrit toutes les semaines dans Le Point. Quant au roman, il vient justement nous voir pour son nouveau livre, le récit d'une nuit enfermée au musée Picasso. Voilà. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Art Review. Alors, Kamel Daoud, Zabor, le personnage principal de votre précédent roman, se demande s'il doit écrire ou se taire. Vous avez vite choisi. Aujourd'hui, on vous appelle l'homme révolté qui ne peut pas se taire. Ma biographie n'est pas aussi cohérente que vous la présentez. Bon, ça va dans tous les sens aussi quand on est dans la vie. Mais en même temps, juste d'un droit de parole, parce que je sens que c'est une question de dignité. Ce n'est pas à moi de fuir, ce n'est pas à moi de me taire. Je pense que, comme je le répète souvent en Algérie, celui qui ne peut pas mourir à ma place ne peut pas vivre à ma place. Donc, c'est à moi de parler. Alors, vous vous attaquez au système Bouteflika, on en parlera, et aux islamistes. Et je ne suis pas sûr que votre nouveau livre, Le peintre dévorant la femme, publié chez Stock, vous réconcilie avec les islamistes. C'est publié dans une collection qui s'appelle Ma nuit au musée. L'idée consiste à enfermer un écrivain une nuit dans un musée, et vous avez choisi le musée national Picasso à Paris. Pourquoi ? C'est une idée à laquelle on ne peut pas résister. De toute façon, passer une nuit tout seul dans un musée, donc ça fait de vous un écrivain, même si vous ne l'êtes pas. Donc, j'ai accepté parce que, bon, on m'avait proposé, suggéré plutôt Picasso. Je me suis dit, c'est une belle expérience. Moi, qui n'ai aucune culture picturale, d'art, de peinture, donc je vais être obligé à trouver du sens là où les autres croient l'avoir trouvé. Alors, cette situation en particulier vous inspire un personnage un peu de fiction qui est en filigrane dans tout le livre, celui d'un djihadiste, pour qui la femme, vue par Picasso, est une anticipation scandaleuse de la femme rêvée au paradis après la mort, un péché, une désobéissance en quelque sorte. Effectivement, je voulais d'abord enquêter sur mes propres obsessions intimes et puis sur le rapport pathologique que nous avons à l'image. Ça va de la destruction des statues à l'attentat contre la vie d'un caricaturiste. Je veux dire, pourquoi l'image trouble? Pourquoi elle fait mal? Pourquoi on se sent agressé par l'image? Et c'est une enquête autant sur ma propre personne, sur mes croyances, sur les fondements de ma culture, que sur un personnage que j'ai voulu radical pour justement aller à l'essentiel. Alors, pour le djihadiste, il faut mourir pour combler le désir. Et pour Picasso, il faut mourir de désir. L'un et l'autre vont dans deux sens complètement différents. Mais les deux espèrent la même chose, c'est mourir dans une sorte d'orgasme fabuleux et permanent. Mais l'un le veut maintenant, le veut tout de suite, le veut partout, tout au long d'une vie, et l'autre, il sursoit par la mort. Et j'ai trouvé cette mise en sursis de l'orgasme comme quelque chose de fascinant à exploiter et à explorer. Alors, vous vous insurgez contre l'hypocrisie des terroristes qui tuent les mécréants au motif qu'ils boivent du vin et qu'ils forniquent, tout en espérant en fait le grand paradis d'Allah où ils vont boire du vin et forniquer finalement. C'est la maladie de tous les monothéismes. De toute façon, ils se ressemblent. Donc, autant au XIVe siècle, c'était le christianisme qui était en haut de la liste de la haine du corps, autant maintenant, c'est les islamistes qui sont en haut de la liste. Mais j'ai trouvé qu'autour de la Méditerranée, qui est un espace magnifique, qui est un éloge permanent de la lumière et du corps, on ait pu développer des visions d'ombre, des visions de déni, des visions de haine du corps. Dans ce livre, je dis que les religions sont devenues les autodafés du corps. Ils préconisent une sorte de salut par la trahison du corps, alors que c'est notre seule fortune. C'est ce que vous possédez et ce que je possède. Alors, vous établissez un lien direct entre la misère sexuelle et la montée du radicalisme religieux. Vous dites, tant que les religieux auront le monopole du discours sur le sexe, nous ne guérirons pas. C'est ce que je pense. D'abord, dans les sociétés dites arabes, et même ici, il faut qu'on arrache le discours sur la sexualité et la mort aux religieux. Je ne comprends pas pourquoi un religieux a le droit de discourir sur la sexualité tout le temps, de l'épilation à la hauteur du talon, et dès qu'un intellectuel le fait, on l'accuse d'essentialisme, on l'accuse de trahison de sa propre communauté. Vous dites en fait, l'érotisme est une clé de ma vision du monde. C'est revenir à l'essentiel. Avant toute chose, on est désiré et désirable. Si on perd les deux, on perd tout. Donc, pour moi, l'érotisme, ce n'est pas exclusivement l'expression sexuelle, ça va au-delà. Je parle de misère sexuelle, mais je parle aussi de misère culturelle. Quand on n'a pas accès à un ballet, à un théâtre, à une piscine, à un livre, à une salle de cinéma, on est dans une misère érotique. On perd le lien de désirant et de désirable vis-à-vis du monde, et ça, c'est important. Alors, le rapport à la femme est pour vous, finalement, une sorte
de baromètre des civilisations. C'est ce que je vous jalouse chez vous, malgré toutes les... Je n'idéalise pas outre mesure l'Occident, je ne suis pas naïf. Mais en même temps, je me dis, c'est quelque chose que j'ai conclu un jour. J'étais en Suisse italienne. On est sorti le soir après un festival et j'ai vu des femmes se promener. Et je me suis dit, c'est leur seule avance sur nous. C'est la liberté des femmes, qu'on ne le veuille pas, avec toute mesure gardée. Alors, vous dites, l'orgasme n'est pas une traîtrise, il n'est pas un concept de l'Occident, c'est un droit universel. C'est très simple. Lorsqu'on est un intellectuel entre deux passions et deux cultures, entre une terre et une culture que l'on regarde de loin, entre l'Occident et le Maghreb, on est toujours soit on fabrique de vous le dissident en Occident, parce que l'Occident aime fabriquer des dissidents, soit on fabrique de vous le traître de l'autre côté. Ouais. Et le casting est très simple. Ceux qui représentent l'authenticité, l'identité, la spécificité culturelle sont devenus les religieux et les conservateurs et les populistes. Et nous qui défendons des valeurs universelles, non seulement occidentales, comme l'orgasme, comme la liberté, le droit du jouissance au corps, on est assimilés à des agents de l'Occident. Donc on se retrouve dans une situation de crise permanente. Alors, le 13 décembre 2014, dans On n'est pas couché, vous dites que la religion est un frein au développement du monde arabe. Une fatwa est lancée contre vous. Un imam salafiste réclame votre mort pour apostasie et hérésie sur Facebook. Il y a eu combien de likes? Ça, il faut lui demander à lui. Bon. Non, mais j'estime que me mettre en avant par rapport à d'autres qui souffrent dans cette géographie-là, c'est indécent. Je pense qu'une lycéenne kidnappée par Boko Haram a plus de légitimité que moi de parler un petit peu de martyrs, de souffrance et de menaces. Mais en même temps, on est dans une situation où lorsqu'on défend son avis, on est toujours attaqué. Et ce que je disais à l'époque, c'est que je pense que les gens ont le droit de choisir un Dieu, mais ils n'ont pas à l'imposer aux autres. Et donc, c'est ce que dit mon personnage dans Meursault, la religion, c'est un transport collectif que je ne prends pas. Donc, il est... Chercher un Dieu, croire l'avoir trouvé, l'adorer, en faire le centre de sa vie, c'est tout à fait légitime. Je me bats pour que les gens puissent avoir cette liberté-là. Mais en même temps, je me bats pour que ceux qui l'ont trouvé ne l'imposent pas aux autres. On est bien d'accord. Alors, le 31 janvier 2016, vous publiez une tribune dans Le Monde au sujet des agressions sexuelles à la gare de Cologne pour le Nouvel An. Vous dites que les immigrés ont échappé à leur géographie, mais c'est pas parce qu'ils viennent ici qu'ils échappent à leur culture. Non, c'est un appel aux miens d'abord. C'est une tribune qui a été publiée en Italie, reprise en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Elle n'a pas provoqué autant de bruit. Mais publiée en France, ça a été l'explosion. Ça en dit aussi beaucoup sur votre pays. Ouais. Et sur comment on perçoit les choses et sur les dénis qu'on entretient dans votre pays. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est un texte en deux parties. Je disais que, d'un côté, ceux qui ferment les portes chez vous seront obligés un jour de tirer par les fenêtres. Il faut l'assumer. Je défends l'idée d'une solidarité universelle. Mais d'un autre côté, être dans l'angélisme et accueillir et croire être absous du reste, ce n'est pas vrai. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un puisse échapper à un pays en guerre pour chercher la liberté, mais que cette liberté-là veut pour lui et pas pour sa femme qui marche derrière. Donc, il faut participer à la liberté que l'on cherche et il faut la défendre pour tout cela qu'on accueille. Alors, bravo. 3 jours après cette colonne, donc, dans des journaux européens, un groupe d'intellectuels français vous taxe d'anti-humanisme, d'islamophobie, et sous le choc, vous songez à arrêter vos chroniques, parce que se faire allumer par les islamistes, c'est une chose, mais se faire allumer par des intellectuels français, c'est quand même très grave. C'était la goutte qui faisait, disons, déborder le vase. Ouais. J'ai subi, en même temps, c'est un caprice de riche, le succès de Meursault contre enquête qui était énorme, je ne l'attendais absolument pas. Ma parole devenait un peu plus surveillée, donc j'étais devenu un médiatique, alors que j'étais avant un journaliste. J'étais entre deux mondes, entre deux cultures, et je perdais contrôle sur ma propre parole. Donc je voulais revenir à ma passion essentielle, qui était la littérature. Qu'il y ait des réactions ici, bon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais moi je vis là-bas. Et d'un autre côté, qu'on m'accuse de ne pas pouvoir et de ne pas avoir le droit de parler de mon réel au nom d'une sorte de rente postcoloniale, au nom d'un confort, au nom de credo universitaire, ça je le refuse. On est en train de réinventer le politiquement correct et de le radicaliser quelque part. Le postcolonial est une rente universitaire, est une rente victimaire, est une rente de confort. Je n'absous pas la colonisation, mais je dis qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on parle du présent. En 62, oui. Exactement. Et donc je refuse que je sois l'illustration d'un discours postcolonial où je joue la victime, mais qui se tait. Je parle de mon réel et de mon présent et maintenant, et je parle comme je veux. Alors,
On vous a traité, effectivement, d'islamophobe, de collabo, de harki, de sioniste, d'apostat, de traître, d'agent de l'Occident. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal, Kamel? Ce n'est pas l'insulte qui me vise, c'est l'insulte qui vise les miens. C'est ce qui fait le plus mal, parce que moi j'assume peut-être plus ou moins la facture, peut-être avec vandalisme, avec vanité, mais quand ça touche les miens, cela me blesse. Et puis je n'aime pas qu'on doute de ma bonne foi. Je suis quelqu'un qui essaie de trouver des réponses, qui essaie de construire des réponses. Je n'aime pas qu'on dise que je fais ça pour avoir des papiers en Occident. Ouais. Je n'aime pas qu'on dise que je fais ça pour vous plaire à vous, occidentaux, parce que de toute manière, moi je ne veux pas être vous, je veux être mieux que vous. Alors, dans votre propre famille, on vous traite de brebis galeuse. Vous êtes le seul à ne plus être croyant, à boire de l'alcool, à le dire. Vous voulez ma peau? Non, je pense que c'est de l'ordre de l'intime. C'est quelque chose qui n'est pas... Je ne suis pas obligé d'illustrer mon indépendance parce que je bois de l'alcool ou pas. Je pense que c'est de l'ordre de l'intime. Je défends le droit de boire de l'alcool et je défends le droit de dire non aussi. Oui. Donc il ne s'agit pas d'être dans la caricature du dissident qui est contre une société. C'est que juste je défends la dignité de faire mes propres choix et de ne pas avoir à les justifier. Alors, vous êtes admiré par de nombreux Algériens pour votre liberté de ton, aussi bien contre les islamistes que contre le président Bouteflika. Quand vous parlez du président Bouteflika, vous parlez de momie, et quand vous parlez des Algériens, vous parlez de peuple zombie. Qu'en est-il de l'Algérie aujourd'hui? Très difficile. Vous savez, il y a une très belle phrase de Borges qui disait que la religion est peut-être une branche de la littérature fantastique. Je pense que l'Algérie est une branche du polar. Et on ne sait pas. C'est un roman où on sait qui est mort, où on sait qui a tué, mais qu'on continue à lire tout le temps. C'est un pays qui devient totalement indéchiffrable pour les siens aussi, et pas uniquement pour les autres. On est dans une sorte de système de régence. Quand je parle de Bouteflika ou d'autres, je parle aussi de moi-même. Un système ne tient pas en l'air. Un système repose sur des gens. Bien sûr. Et il y a en Algérie autant, je reprends la formule d'un ami, autant d'abus de pouvoir que d'abus d'obéissance. Alors, la décolonisation, certes, a été très violente en Algérie, mais il y a cette pesanteur qui perdure. Vous dites des lieux où les morts gouvernent les vivants. Effectivement, en Algérie, nous avons le culte du passé, le culte des morts. Les rues portent... Toutes les rues ont des noms de morts. On n'a pas de rue de nom d'écrivain. Par exemple, je défends ma corporation, ou d'artistes, ou d'hommes célèbres. C'est très, 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 très rare. Donc, je suis venu au monde dans un monde qui ne parle que de mort, où la meilleure partie de la vie est celle qui a été dérobée, qui était avant. Donc, on est dans ce rapport à la mort que je trouve morbide. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'occupe du présent. Il faut qu'on soit responsable de maintenant. Il y a une tentation victimaire où on accuse la colonisation de tous les maux, alors que 62, c'était il y a longtemps. Oui, ce que je veux dire, et je répète ça souvent en Algérie, c'est que s'il y a des gens admirables qui sont morts, ils sont morts pour que je sois vivant. Ouais. Ils sont morts pour que je sois libre. C'est indigne de ma part de ne pas l'être. Et j'ai une énorme admiration pour les gens qui ont sacrifié leur vie pour que je sois là, maintenant, accueilli, applaudi par des gens, interrogé par vous. Donc c'est quelque chose dont je dois agir. Je ne suis pas obligé de mourir. Et il nous est impératif de sortir du post-colonial pour assumer le présent. Alors, l'économie algérienne ne va pas bien. Où est passée la rente pétrolière? Parce que ça fait quand même 30 milliards d'euros par an. Est-ce qu'elle est en Suisse? Est-ce qu'elle a servi à acheter la paix sociale? Où est l'argent? Écoutez, je ne l'ai pas pris, mais... Il y a des gens qui l'ont pris. On a une corruption faramineuse en Algérie. C'est lié à une économie de rente. Donc, il y a du pétrole, il y a de la corruption, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas aussi d'engagement social pour surveiller les dépenses publiques. Et c'est vrai que c'est un pays qui fait mal parce qu'il est splendide, il est grand, il est magnifique, il est bien situé, il est riche, mais comme disait un diplomate étranger, c'est un pays qui se pose des lapins à lui-même. Alors aujourd'hui, la rente va au gouvernement, qui laisse l'espace public aux islamistes, parce que c'est vrai que c'est plus rentable de laisser les islamistes gérer la société que de dealer avec les démocrates. Un croyant est beaucoup plus docile qu'un citoyen. Il demande moins de comptes. Ce qu'il veut, c'est le paradis, c'est pas la cité. Donc on est dans cette équation-là. Et c'est vrai qu'il y a une partage de tâches, mais pas uniquement en Algérie. Ça se voit en Égypte, dans d'autres pays dans le monde dit arabe, dans le sens où on délègue la gestion de l'espace
aux croyances, plutôt à des religieux ou à des islamistes. Je ne parle pas de religieux au sens vocation, mais de religieux avec des projets politiques. Et on s'occupe de la rente. C'est une sorte de pakistanisation des sociétés. Donc il y a une nomenclature très riche, qui vit d'une manière très moderne, qui vient chez vous, que vous logez, que vous nourrissez aussi. Et de l'autre côté, il y a une population qui s'occupe du paradis au lieu de s'occuper du pays. Très bien. Que va-t-il se passer à la mort de Bouteflika? Je ne sais pas. Franchement, personne ne peut vous dire quoi que ce soit. En Algérie, on a beaucoup d'humour. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer. Cela fait très, très, très peur. Est-ce que, comme chez les Castro, le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, risque de prendre le pouvoir? On est dans une situation, comme vous, en Occident, où on commence à lâcher la notion, l'idéal de démocratie au profit de celui de sécurité. Michel Tournier, un écrivain que j'admire beaucoup, disait dans son journal intime, Extime, il disait, dans la prison, certains voient les barreaux, d'autres voient la toiture. Donc parfois, les gens font le choix de la stabilité. Et on le comprend. Quand on voit à côté la Syrie, l'Irak ou la Libye, les Algériens ont peur, renoncent à leur liberté pour pouvoir avoir la sécurité. Et c'est une équation qui se pose en Occident aussi. Alors, en 2002, Georges Bensoussan publiait Les territoires perdus de la République. Son livre a été accueilli exactement comme votre papier dans Le Monde par les intellectuels français. 16 ans plus tard, Martine Aubry, Gérard Collomb reconnaissent officiellement l'existence de territoires perdus de la République. 16 ans plus tard, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que vous pensez qu'on va vers la partition en France? Non, je ne pense pas. Je pense que chez vous, vous avez une possibilité encore de salut solidaire. Vous savez, je suis très attentif à la gestion de l'islam en France. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à provoquer une sorte de réforme à l'intérieur de l'islam, une sorte d'universalisation de l'islam, mais pas en tant que religion, mais que cette religion, que ces coreligionnaires acceptent cette religion. Un aggiornamento, quoi. Exactement. C'est utile pour nous, parce que ça va avoir un effet de traction pour nous consolider de l'autre côté. Mais si vous perdez, nous perdons deux fois. Il y a peut-être une dernière chose à laquelle je pense là, c'est la question Colombo. Avant de vous quitter, il y a un dernier truc. Vous continuez, malgré la menace, à vivre à Oran. Vous dites, pour rien au monde, je ne quitterai l'Algérie. À ce moment-là, pourquoi ne pas devenir le prochain président de la République algérienne? Écoutez, il faut avoir derrière soi une armée, beaucoup de pétrole, beaucoup d'alliés à l'étranger, et moi je ne sais qu'écrire. Donc c'est pas un métier facile, c'est un métier dangereux, c'est un métier où on perd sa vie très tôt, ou on doit le faire à vie. Donc c'est très difficile. Enfin, en Algérie, on n'arrive pas à trouver un président, et vous n'arrivez pas à trouver des ministres. Donc, Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. Aïe. Alors, en hommage au film de Guillaume Canet et de Michel Faux, qui se déroule dans le milieu du porno, au début des années 80, on va faire un Hardy Quiz spécial sexe. Et le gagnant ou la gagnante aura droit à un hommage promotionnel fait par Thierry Ardisson. Attention, on se concentre. Quelle est la particularité de la tribu australienne des Walibri? Les garçons doivent se dépuceler avec les anciennes du village. Tout le monde couche avec tout le monde, quel que soit l'âge ou le sexe. Les femmes épousent tous les frères d'une même famille, où les hommes se serrent le sexe pour se dire bonjour. Alors, les femmes épousent tous les frères. Vous avez des buzzers. Ah, pardon, c'est ça le buzzer? Ouais, voilà, vas-y. Putain, le buzzer. Je vais essayer le mien, juste pour voir. Je suis un beau gosse. Bon, qui... Non. Alors... Moi, j'aime bien l'idée qu'ils se disent bonjour Ouais, c'est génial. en se serrant le sexe. Bravo, Guillaume Canet. Alors, Guillaume. Alors voilà, dans une étude réalisée par l'Université de Londres, quelle chanson est la plus aphrodisiaque? Le boléro de Ravel,
Sonate au clair de lune de Beethoven. Pour une levée du corps, c'est pas mal, ça. La chevauchée des je sais Valkyries. déjà, moi. Ou Speed de Zazou. Ah, je sais déjà. Je suis un beau gosse. C'est Boléro de Ravel. Ouais. Putain, Canet. Eh ouais, c'est la cadence. Allez. Ça imprime le rythme. Ouais, il n'est pas venu pour perdre. Alors, qui a découvert le point G? Le docteur Grafenstein, le docteur Grafenberg, le docteur Grafensky ou Indiana Jones? Grafenberg. Ouais, bravo. C'est un gynécologue allemand qui a découvert ça en 1950. Je croyais que c'était toi, moi. En quoi consiste la pratique du baiser indien, Michel? Loucher quand on embrasse son partenaire, embrasser son partenaire après une fellation avec éjaculation, pratiquer une auto-fellation ou lécher les orteils enduits de curry très épicé de son partenaire. Je dirais pratiquer une autofellation. Non. Embrasser son partenaire. Bravo, Michel Faux. Tu connaissais Michel ou t'as appuyé au hasard? Quel spermicide insolite certaines Américaines utilisaient-elles dans les années 50? Le beurre de cacahuète, le ketchup, le sirop d'érable ou le Coca-Cola? Le coca. Bravo, le Coca. En fait, elle faisait des douches vaginales avec du Coca-Cola, mais rien ne prouve l'efficacité de... Ça, c'est dégueulasse, ça. Ouais. Et puis les femmes qui le faisaient avec du Pepsi tombaient enceintes souvent. J'ai eu des problèmes. Quelle est la particularité de Jonah Falcon? Il a le plus grand pénis du monde. Il possède 4 testicules. Il a ouvert une école de cunnilingus. Et son sexe a servi pour mouler les capotes Durex. Je suis un beau gosse. Cyril, il a ouvert une école cunnilingus. Non. Michel? Il a le pénis le plus grand du monde. Bien sûr! Bien sûr, Michel. 25 cm au repos. 35 cm en érection, Michel. C'est un ami, Jonah. C'est un ami. Il a été arrêté à l'aéroport de San Francisco en juillet 2012 pour cause de paquets suspects. Sérieux? Macron est très intéressé par le sujet. Emmanuel Macron est très intéressé par la taille du pénis. On regarde Magnéto, Serge. T'as une protection particulière ce soir? Bah, j'ai le Macao. Oui, à Macao. J'ai le Macao. Un t-shirt du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. Moi, je dis rien, mais ça laisse rêveur, dit-il, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que le café d'amour, cette boisson aphrodisiaque fabriquée dans certaines régions reculées du Brésil? Un café avec une petite noisette de sperme, un café avec quelques gouttes de sang, un café filtré à travers une culotte portée ou un café préparé par Christina Cordula. Je suis un beau gosse. La noisette de sperme, vraiment? Non. La culotte portée? Oui, bravo. Hey. Et c'est Michel qui mène, il est bien ce Michel Faux, hein, franchement, il répond bien. Alors maintenant on va passer au Super Banco. Celui ou celle D'accord. qui va répondre à la question suivante aura tout gagné et aura droit au triomphe. Attention, Super Banco. Alors, d'après une étude scientifique, qui a une vie sexuelle 3 fois plus épanouie que les autres? Les personnes qui écoutent du métal, les couples qui possèdent un animal domestique, les filles qui ont un prénom qui finit en A, ou Guillaume Canet. Guillaume Canet. Je connais déjà une bonne réponse. Les filles qui ont un prénom qui finissent par A. Ouais, c'est marrant. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Ah merde, c'est toi qui as gagné. Ah merde, je voulais pas, je suis désolé. Pascal Obispo, rebonsoir. Bravo. Alors Pascal, on va parler de votre album,
Mais avant ça, je voudrais savoir quelle leçon vous tirez de votre saison chez The Voice, parce qu'il y a un an, vous n'étiez pas très chaud. Magnéto, Serge. Alors, Zazie est dans The Voice. Vous adorez l'idée des auditions à l'aveugle, mais vous dites que vous ne pourriez pas faire partie du jury. Vous trouvez ça trop cruel? Oh, c'est cruel. Ouais, mais quand tu sais que la passion t'habite, attention, hein. Depuis tout petit, quand t'es passionné de musique, c'est super dur à quelqu'un qui aime profondément la musique et qui aime chanter, qui fait ça depuis des années, de lui dire bah non mon gars, je choisis l'autre à côté. Ça, c'est pas un truc qui me branche. Et voilà. Donc ça a été ma plus grande difficulté, effectivement. Ouais. Moi, j'y suis allé parce que c'était un programme bienveillant. Ouais, c'est un bon et programme. j'aime la bienveillance. Très bon programme. Voilà, donc il n'y a aucune agressivité. Comme Patrick Sébastien. Exactement. Bien. Alors, on va passer à l'album. Maintenant, le titre. Alors, fini les conneries style Captain Samurai Flowers. Oh non, c'est pas des conneries, ça. Ouais. Ah si, c'était pas bien. Ça s'appelle... Ah bah, c'était pas bien. L'album était bien. C'était de la merde. Au moins, bah, Ça s'appelle tout simplement Obispo. oui. Voilà. Mais c'était venu d'où ce titre? Ben, c'est parce Non, que... bah, c'est les... Non, en fait, c'est pour ses anciens collègues de la FNAC. C'est plus facile. Quand le mec arrive, vous avez le disque d'Obispo? Ben oui, Obispo, on l'a, il est là. C'est un titre qu'on appelle éponyme. Éponyme, oui. Ça fait classe de dire éponyme. Ouais. Tu vois. Éponyme. Éponyme, comment ça va? Comment ça va bien, éponyme. Alors, donc ça, c'est le titre. Hein. Mais alors, c'est difficile. Ça a l'air bien, hein, ça commence bien. Non, hein. je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Parce que c'est un album qui est tellement éclectique. Éclectique. C'était difficile de trouver un titre qui chapeaute le tout. C'est vrai ou pas? Parce que c'est un album très personnel où j'ai mis beaucoup d'influences à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire mes références aussi bien musicales que littéraires, que géographiques, que personnelles. Voilà. Alors, l'esprit de l'album, c'est un retour aux sources, en fait, dans le Rennes des années 80, l'époque de Philippe Pascal, de Marc Itzard, de Marc Seberg. Et vous avez une phrase qui est assez juste, finalement. La musique qui nous reste toute notre vie, c'est celle de notre adolescence. Exactement. Et la musique de votre adolescence, c'était Police, c'était Cure, c'était Joy Division, et c'était Marc Itzard, évidemment. Et je pense qu'on en est tous Vous avez bouclé la boucle, en fait. J'ai bouclé, oui, mais je ne fais que commencer, presque. En fait, je reviens à mes racines. J'avais envie de retrouver la musique qui m'a fait grandir et qui m'a construit. Et celle qui m'a construit, c'est celle, enfin en partie celle que tu as citée, celle que j'ai appris dans des groupes de rock à Rennes. Voilà, bon, ça fait pas de mon album un album rock, mais ça fait de cet album un album très pop, très énergique, un petit Très peu comme authentique. Oui, parce qu'en plus j'ai écrit beaucoup de choses dans l'album. J'ai écrit quasiment tous les textes où Voilà. j'ai raconté. Alors, on va regarder l'époque de Rennes, d'accord? Ah bah si tu veux. Magnéto, Serge. C'est drôle parce que pour cette télé, on était toujours habillés en noir et comme je suis passé pour la première fois à la télé, j'avais pris un costume blanc. Ouais, mais quand vous regardez ça, sérieusement, qu'est-ce que vous vous dites là? Je me dis, enfin, ça me donne envie de rechanter cet album parce que je pense qu'à l'époque, je ne savais absolument pas chanter. Et en 25 ans, j'ai un peu appris, donc ça me donne envie de reprendre les bandes et de refaire un bon disque avec ce disque et de reposer une voix. Est-ce que vous avez regretté finalement ensuite d'être devenu un chanteur de variété? En fait, quand j'ai commencé la musique, donc j'ai commencé avec des groupes de rock, mais quand je suis arrivé à Paris, la musique que je proposais n'intéressait personne, avec ma voix grave. Et donc il a fallu que je trouve une idée. Et mon idée, ça a été de chanter en voix de tête. Ouais. Voilà. Et donc, et après... On connaît l'histoire, mais est-ce que vous avez le sentiment, en fait, d'avoir vendu votre âme au diable? Non, mais on peut parler d'une forme d'adaptation. À l'époque, j'imagine que les maisons de disques vous poussaient vers la variété parce que vous étiez un tel succès. Tout le monde. Ouais. Ah oui, une fois que ça a commencé. Bah oui. Ah oui, je pouvais pas. C'était terminé. Vous avez fait des chansons quand même inoubliables.
Il y en a 2, 3 là. Je suis tombée pour elle. Et je vais dire pour elle. Lucie, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien. Si j'existe, c'est d'être fan, C'est génial. Ah, c'est un grand mélodiste. Vous êtes un grand mélodiste. Un immense Il y a mélodiste. très peu de grands mélodistes. Il y a Julien Clerc, parce qu'on parle toujours des paroliers de Julien Clerc. Si, Enfin, il y a- quand même il y a quelques de mélodies. très bons mélodistes. Je peux citer Calogero, qui est un... Calogero. Violet. Non, Violet, non. Bah, la superbe. Siffle-moi une chanson Je de ne sais pas Benjamin siffler, Biolay. je ne suis Ben pas non, Micheline Dax. Mais non, Mais- parce qu'il n'a pas fait de grandes mélodies, Biolay. Benjamin Je suis désolé. est un grand C'est un producteur, un très grand musicien. c'est un Si, c'est un très musicien, bon il n'a mélodiste. jamais fait une mélodie. Mais est-ce que sérieusement, voilà, maintenant, vous êtes à l'âge mûr, est-ce que finalement vous dites pas, j'aurais mieux fait de rester sur mon truc de Rennes et faire téléphone, faire... Non, parce que je pense que, bah, d'abord, au téléphone, c'était pas Rennes, c'était Marquis de Rennes, mais non, le truc, c'est que si j'avais continué à faire du rock, je pense que j'aurais peut-être toujours été un artiste inconnu, incompris et frustré de ne pas se réaliser dans la musique. Moi, la chance que j'ai eue, justement, c'est de travailler avec tous ces artistes. Mais c'est vrai que l'adolescent, si tu demandes à l'adolescent que je suis encore, c'est vrai que le rêve que j'avais, c'était d'être dans un groupe de rock, mais même pas chanteur, même guitariste, et de faire et d'être... Alors, on va regarder maintenant Chante la rue, et ensuite vous nous ferez Rien ne dure, d'accord? Magnéto Serge. Chante la rue, chante. C'est ta voix, elle t'appartient. Chante, allez, chante. Les pensées qui te hantent, les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Bravo, très bien. Et voilà, alors, il y a de nombreux featuring dans votre album. Il y a Isabelle Adjani, en fait, c'est une chanson que vous aviez fait pour un album d'Isabelle. Qui n'est jamais sorti, qu'on n'a jamais fini. Vous avez appelé Isabelle. J'ai appelé Isabelle, elle était OK pour qu'on tire un extrait de cet album, et c'est un magnifique... Absolument, il y a Youssou N'Dour, Calogero, Philippe Pascal, évidemment, René de Marquis de Sade, Christophe, et il y a une chanson qui s'appelle « On n'est pas seul sur Terre », et c'est une histoire assez extraordinaire. C'est un mec qui se fait exploser en mobilette sur une route la nuit en février 2008, et vous le ramassez, et un jour il revient vous voir sur une chaise roulante. Oui, bah, j'ai vu un accident, et puis j'ai ramassé le gars qui était par terre, donc... Et c'était un peu, il était déchiqueté parce qu'il avait des membres aussi qui étaient séparés de son corps, donc voilà. Et c'est très perturbant, c'est très traumatisant parce qu'on y pense tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui j'avais besoin d'en faire une chanson et d'en parler. Et si j'ai fait cette chanson, c'est parce que c'est vrai, un an après je l'ai retrouvé. On a sympathisé. Il a donc un bras en moins et une jambe en moins. Et c'est cette chanson qui s'appelle « On n'est pas seul sur la terre » parce que il s'est fait défoncer par un connard qui en plus ne s'est pas arrêté. On n'est pas seul parce que c'est vrai que j'étais là par hasard, et on n'est pas seul parce que Nicolas, comme il s'appelle, Nicolas est quelqu'un d'extrêmement touchant et bienveillant, et je trouve que c'est un être extraordinaire, comme le chantaient les Innocents, cet homme extraordinaire dont on ne parle jamais, qui passe sa vie à aider les autres, à se battre pour les autres, alors que finalement il a beaucoup souffert, et j'avais envie de faire cette chanson pour lui parce que c'est vraiment un mec incroyable. Éric-Antoine, rebonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Magic Optimistique. C'est publié chez Robert Laffont, et c'est un livre qui est entièrement dédié à l'optimisme. En fait, vous dites l'optimisme est présent partout, mais il n'est jamais assez conceptualisé. C'est vrai qu'on ne parle jamais de l'optimisme, en fait. Mais en fait, c'est une manière de vivre, et c'est une manière de transformer le monde et de rendre le monde meilleur. Et là, c'est un regard sur le monde. Et donc, je trouve qu'on en manque terriblement aujourd'hui, et qu'on se regarde les uns les autres avec méfiance. Ouais. Et que l'optimisme, c'est une manière de biaiser ça, et donc de vivre mieux. Ouais. Alors, vous proposez votre théorie de l'optimisme.
Alors, la clé de l'optimisme, hein, pour vous, c'est 3 mots. Acceptation, confiance et curiosité. Oui. Alors, expliquez-nous l'acceptation, parce que je pense que vous avez tellement raison. Allez-y. L'acceptation, Écoutez bien, c'est qu'on est tous convaincus d'avoir des milliers de défauts, et puis les autres nous convainquent continuellement qu'on n'est pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela. Et moi, par exemple, je suis d'une maladresse absolue, je suis magicien, et en fait, je me suis rendu compte que les gens me disaient, mais t'es maladroit? Non, je suis pas maladroit, je suis rigolo. C'est pas tout à fait la même chose. À d'autres, on dit, vous êtes obsessionnel. Non, je suis précis. À d'autres, on dit, vous êtes paresseux. Non, je sais me relaxer. Tu vois, il y a combien de personnes qui savent se relaxer aujourd'hui? C'est une qualité extraordinaire. Et donc, c'est de prendre comme ça, un peu à rebours, tout ce que le monde vous renvoie de vous, et d'essayer d'être un peu en amitié avec soi, de se donner une petite tape sur le dos. Une tapette, quoi. Une tapette. Et ça, c'est la base. Ensuite, la confiance. Ensuite, la confiance, se faire confiance. Et puis, si on ne se fait pas confiance, comment peut-on faire confiance à quelqu'un d'autre? Puisque si on ne croit pas en soi, on ne peut pas croire à l'amitié qu'on donne, ni au choix, voilà. Et le dernier, en effet, c'est la curiosité, parce que curiosité, pour moi, c'est la plus belle des qualités. C'est curiosité, dedans, il y a cura, qui veut dire soigner en latin. Le curieux, celui qui se pose continuellement des questions, c'est celui qui soigne le monde. Et donc, c'est les trois préceptes. Et après, je les utilise et puis je montre comment dans ma vie, ça change mon quotidien, comment les rencontres évoluent. Alors, le livre est très intéressant. Vous racontez, par exemple, évidemment, la scène fondatrice, le jour où votre père a engagé un magicien pour animer un repas familial, et l'atmosphère était très tendue, évidemment. Chez vous, et vous parlez de métamorphose de l'atmosphère. C'est vrai que j'avais une famille qui était divisée, issue d'un côté d'un milieu très très populaire, agriculteurs, ouvriers, et de l'autre côté des bourgeois, d'un côté des catholiques fervents, et puis de l'autre côté des protestants discrets. Et donc il y avait un côté un peu guerre de religion, c'était un peu la nuit de la Saint-Barth chez moi, continuellement, tu vois, et les couteaux dans le dos, on en avait beaucoup. Et donc il y a un jour, il y a un magicien qui a été engagé par les riches, et qui a, dans des tours un peu moyen, un peu pourri, mais j'ai vu une atmosphère se créer autour de cet homme. Et j'ai vu des sourires, j'ai vu que, en fait, le dialogue était possible autour de l'art. Et ça m'a convaincu de la puissance de cet art magique. Il y a des moments très touchants dans votre livre. Vous parlez de Garcimore, qui a beaucoup d'importance, évidemment, pour vous. Et vous dites qu'à la fin, sa famille n'avait pas de quoi payer sa tombe. C'est vrai, c'est vrai. C'est dur d'être un artiste. Garcimore, c'était quand même une grande star. C'est sans doute un des hommes magiciens, en tout cas, dont on se souvient le plus en France, et qui a eu une carrière extraordinaire. Et à la fin, il a disparu. Et à la fin, il a disparu, mais pas dans de bonnes conditions. Voilà, oui, c'est ça. Alors, vous racontez aussi une amitié amoureuse avec une amie de votre mère. Et vous êtes resté avec elle 5 ans, mais sans avoir de relation physique. Oui, c'était un moment un peu rigolo. C'était un moment où je me demandais si je n'allais pas embrasser une carrière monastique. Et j'étais parti dans des retraites, et puis après j'étais parti dans des ashrams, dans un autre délire. Et puis cette femme, c'était une femme très étonnante, je ne savais pas, elle était séropositive, et donc elle ne voulait pas, en fait c'est elle qui m'empêchait de passer à l'acte avec elle, parce qu'elle me cachait sa maladie. Et puis j'étais vraiment très amoureux, en tout cas dans un amour très intellectuel. Très platonique, évidemment. Oui, un amour platonique et très curieux de cette vie et de ses croyances, voilà. Alors, autour de 20 ans, là, vous n'étiez pas très doué avec les filles, hein, parce que... Tu m'étonnes. Hein, vous avez fréquenté 3 femmes, et vous avez eu 0 histoire d'amour, quand même. C'est vrai que j'étais en psycho et c'était rigolo. J'avais toujours ce syndrome du meilleur ami, c'est-à-dire les filles qui te racontent toutes leurs histoires d'amour et toi, tu as un peu envie de te buter. Et donc, une amie comme ça, amoureuse. Et puis un jour, j'étais en psycho et une jeune femme m'offre une lettre d'amour. Une autre m'invite à une rétrospective Woody Allen dont j'étais femme. Et la dernière, la plus belle meuf au monde, genre... quand elle bougeait, elle sculptait l'espace. C'est-à-dire l'air était amoureux d'elle tellement elle était belle, cette femme. Et c'était d'une beauté. Un 12 sur 10, on ne note pas une femme, non. Mais moi qui suis un 6 sur 10, je peux te dire que 6 points de différence, c'est beaucoup. Parce qu'une fois, je suis sorti avec une 1 sur 10 et c'est beaucoup. Et donc, cette jeune femme me dit, Eric, tu sais, j'avais fait une vanne en cours de psycho, elle me dit, ah, dis donc, ça ne dirait pas qu'on parle un peu de Jung ce soir? Je dis, oui, on va parler de Jung. C'est ça. Et je me la pète, mais monstrueusement, je me dis, ça y est, j'ai commencé à faire du théâtre, ça y est, enfin. Et je me sens beau pour la première fois de ma vie.
et ça n'est pas revenu depuis. Et je sors comme ça de l'université et je me prends la plus grosse crotte de pigeon au monde sur le coin de la gueule. Mais tu sais, un truc de compétition, une autruche et un aigle et un pigeon qui ont fait l'amour et qui te laisse une marque sur... J'avais les cheveux longs jusque-là, le t-shirt, tu sais, et cette crotte de pigeon, pour moi, c'est l'absurde et la grâce. C'est-à-dire, on est tous égaux sous une crotte de pigeon. Et donc, on est tous vraiment des merdes, en fait. et cette espèce de prise de conscience de cette égalité, dès que tu te la pètes, finalement, il y a quelque chose qui va venir te ramasser. Et ben, c'est pour moi une phrase qui me revient souvent. On est tous égaux sous une crotte de pigeon, on est tous égaux. Vous racontez les petits boulots, parce que quand tu commences comme magicien, bah, tu fais les restaurants, tu fais les anniversaires. Ouais. Vous avez bossé à Disneyland? Oui, c'était drôle. J'étais avec ce qu'on appelle les characters, donc tu sais, ils ont tous leur tête, et puis ils sortent, et puis il y a un deuxième monde derrière Disney, c'est-à-dire que tu joues, et puis tu sors du théâtre Winnie l'ourson, puis après, t'as Mickey qui enlève sa tête, qui fume des clopes, qui dit... Elle était bonasse, elle, quand même, tu vois. Et c'est surréaliste. Il y avait ceux qui avaient piqué les masques de Mickey et Minnie pour faire un film érotique, c'est extraordinaire. Il y a des mecs qui piquent les costumes et qui vont faire des saloperies avec les costumes et tu pleures de rire. Et puis après, tu te rends compte que non, parce que l'enfance, c'est quand même sacré. Je vais vous dire une chose, vous êtes un sacré personnage, quand même, un sacré bonhomme. Parce qu'on sent quelqu'un qui a eu du mal. Et aujourd'hui, on sent une espèce de... Voilà, vous êtes bien dans la vie, vous êtes OK, vous êtes marrant. De reconnaissance, c'est magnifique parce que l'histoire d'amitié, quand tu arrives, là, je joue dans les palais, j'ai fait 50 zéniths, 25 Olympias. Quand tu arrives et que les gens t'envoient tout cet amour, cette joie, et que tu sens à la fin du spectacle qu'ils sont heureux d'avoir passé ce moment avec toi, qu'ils ont fait ce choix, c'est toujours un choix extraordinaire, le fait de dire on va dépenser 30, 40, 50 euros, on est 3, on est 4, on est 5, en famille pour passer 2 heures avec ce grand couillon qui va essayer de nous faire passer un moment. On est d'accord. C'est un cadeau, mais extraordinaire. Apparemment, votre livre Magique Optimistique fonctionne parce que on voit à quel point vous riez. Magnéto, Serge. Et... Alors, est-ce qu'avec votre golden buzzer, vous pouvez faire réapparaître Gilbert Rozon? Oh là là. Et Xavier Dupont de Ligonnès. Vraiment. Non. Il y a un truc quand même qui est très drôle et très étonnant de la part d'M6 quand on les connaît, c'est que vous avez droit aux blagues sur Gilbert Rozon. Oui. Ah mais ça c'est fou. Un magnéto, Serge. Oh, excellent. I don't want to kill Beyoncé. Gilbert, c'est toi? Votre Magical Mystery Tour remplit les zéniths et vous présentez un best-of au Palais des Sports du 5 au 8 décembre. Ensuite, vous reprenez les zéniths. Alors, comment expliquez-vous qu'il y a encore quelques années, quand il y avait un magicien, ça faisait 30 personnes, et qu'aujourd'hui, vous remplissez des zéniths? Quel est le truc? Je pense que les magiciens se la pètent. En fait, si tu veux, un magicien qui te fait un tour, dans sa tête, il pense « Regarde comment je vais les niquer ». Et il se dit, regarde comme je suis plus intelligent et je suis plus fort que toi. Alors que je pense que quand on vient me voir, on dit, mais il est encore plus couillon que moi. Et c'est cette inversion, je pense, qui joue en ma faveur. C'est que je suis humoriste autant que magicien. Voilà. Alors je rappelle le titre du livre, donc Magique Optimistique. Est-ce que vous êtes optimiste sur le succès du livre? Je ne sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis un petit peu dans une phase comme Julien. J'ouvre un théâtre, je sors un nouveau spectacle, je sors un livre, j'ai écrit un autre spectacle qui est à la Gaîté. Il y a peut-être trop de choses en même temps. Mais je pense que c'est un très bon cadeau de Noël. Voilà. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de maximes, de qualité. On dirait parfois du Lao Tse. Et on va faire une interview, d'ailleurs, Sébastien ou Lao Tse.
Alors, vous allez me dire si c'est Patoche ou Lao Tzu, d'accord? Personne n'est à l'abri du pire, mais le meilleur existe. Ah, vous hésitez. Ça pourrait être du Sébastien. Sébastien, bravo. Il faut être d'abord ce qu'on veut être, avant d'être ce qu'on vaut. Sébastien. Sébastien. Ah bon? L'échec est le fondement de la réussite. Lao Tzu. Lao Tzu. Ouais, comment tu sais? Bah parce que je lis beaucoup tous les jours Lao Tzu, chaque jour. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Lao Tzu. Oh, comment tu sais? Mais j'adore Lao Tzu. Mais t'es fort, Lao Tzu. Très fort. Je suis ceinture noire de Lao Tzu. Laisse gagner les invités. Pardon. Qu'est-ce que je t'ai dit avant Bienveillant, tu m'as dit. Je t'ai dit avant l'émission, bienveillance. La bienveillance. Laisse gagner les invités. Au blind test, ça sera pareil tout à l'heure. Tu sais, j'ai fait ça par fierté, par prétention. Voilà. Et tu as honte. J'ai honte. C'est bien. Baisse la tête. Lao Tzu a dit, considère-toi comme une grosse merde et laisse gagner les autres. Tu peux être ton meilleur ami que si tu es le meilleur ami des autres. Bravo, boursier. Ne pas savoir et croire qu'on sait, c'est la maladie des hommes. C'est pas du Sébastien, ça, non? Non. Ah. Lao Tzu. Ouais, Lao Tzu. Lao Tzu. Laurent Baffy a gagné. Bravo, Laurent. Et maintenant, c'est l'heure des infos de l'ISO. Bonsoir. Oh non. Oh là là. Bonsoir Thierry. J'en ai marre. La coupe est pleine, j'en ai assez de ce gouvernement, assez qu'il n'écoute pas le peuple. Voilà pourquoi j'ai décidé de poser un geste fort aujourd'hui, un geste violent, un geste marquant. Voilà. Et tant que ça me coûte pas ma place, eh ben, je m'en fous, je continuerai. Je vais le faire. Voilà. Hop, on y va. Voilà. Oh là là. Alors là, tremble Emmanuel Macron, j'ai mis un gilet jaune. Voici, avec ça, il démissionne pas, je sais plus quoi faire, moi j'y comprends plus rien. Ah ben en France, on n'a pas le pétrole, mais on a des sacrées idées de merde pour se plaindre, hein. On a l'air d'un con, mais... Jingle. Allez, mécontentement toujours. On va à Marseille, immeuble effondré, évidemment. Jean-Claude Gaudin l'a dit, on n'en a pas fait assez, dit le maire de Marseille. Et en même temps, à Marseille, si toutes les vieilles structures vétustes et dépassées s'écroulent, ce sera bientôt le tour de Jean-Claude Gaudin. Passons à gauche. Je vais revenir en politique, annonce François Hollande lors de la promotion de son livre. Il l'a annoncé mardi 13 novembre. Décidément, le 13 novembre est vraiment une date maudite pour la France. Et dans la série Un malheur n'arrive jamais seul, la même semaine, Ségolène Royal n'exclut pas d'être à nouveau candidate à l'Élysée. Et les Français n'excluent pas d'à nouveau ne pas l'élire. Et terminons la politique française par ce constat. La République En Marche cherche des candidates pour les élections européennes. Pour respecter la parité, il y a trop d'hommes sur les listes et pas assez de femmes. On me signale qu'il y a un CV qui vient de tomber, une candidature. Voilà. Ah, Manuela Valls. Et c'est peut-être une bonne idée. On dirait effectivement un peu Marchais. Après avoir perdu en Espagne à Barcelone, il peut venir perdre en femme à Paris. Allez, après Manuel Valls, trahison toujours. Suite au remous de la semaine dernière, en Vendée, la tombe du maréchal Pétain a été vandalisée à l'Île-Dieu. Alors voilà, l'occasion de rappeler que les vandales sont souvent des gens très bien, malgré parfois des choix funestes. Société. Le fisc, bientôt sur les réseaux sociaux pour surveiller les fraudeurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir observer un petit peu. Et alors, vous avez vu, ça vous inquiète peut-être un peu. Mais ça nous aurait aidé à démasquer, voilà, on aurait peut-être vu plus tôt certains problèmes, comme celui-là, par exemple. Hein. Alexis Corbière et Raquel Garrido. Les travaux avancent bien dans notre petit 2 pièces.
Et Thierry, vous, je ferai gaffe un petit peu. J'effacerai comme cette photo devant votre pied à terre. Ouais, c'est un petit peu gênant aussi. International en Angleterre, Sotheby's met fin aux enchères de cornes de rhinocéros. Voilà. Enfin. Je sais que ça vous plaît. Alors rappelons qu'en France, des cornes d'anciennes premières dames sont toujours disponibles en librairie sous le titre « Merci pour ce moment ». Histoire, alors avec cette étude amusante, selon Harvard, l'année 536 était la pire année dans l'histoire de l'humanité, mais heureusement a suivi 537 qui a apporté énormément de bonheur puisque vous le savez, c'est l'année de la première diffusion de Vivement Dimanche sur la télé française. Salut Michel. Judiciaire. L'affaire Ghosn, alors évidemment, voilà, mariage au château de Versailles, domaine viticole au Liban, le fastueux train de vie de Carlos Ghosn. Oui, alors peut-être qu'il avait un train de vie démesuré, mais rappelons quand même qu'il était obligé de se déplacer en Renault. Donc combat qui compense. Société. Alors le moral des ménages atteint son plus bas niveau depuis 3 ans. Oui, mais bon, personne ne les a forcés à se mettre ensemble aussi. Santé, bonne nouvelle, les préservatifs bientôt remboursés par la sécurité sociale. Et je dois bien avouer que ça m'excite un peu, l'idée que je baise avec vos impôts. C'est pas ça qui va boucler le trou. Santé encore, le cannabis n'est plus une drogue de jeunes. Ça vous étonne qu'à moitié, Thierry Ardisson? Oui, c'est pas une info. On passe à la suivante. Tant qu'on parle de drogue, en Indonésie, des ados se droguent en faisant bouillir des serviettes hygiéniques. Ouais, c'est sans doute la drogue parfaite pour atteindre le nirvana. Hey! J'ai compris. Celle-là, elle est bossée. Elle ne marchait pas avec Tampax. Ça ne marchait pas avec Tampax. Média, Paris Match nous pose cette question. Laurie, ça va vous plaire. Quelle Miss a obtenu la meilleure note au test de culture générale? Et c'est vrai qu'on se le demandait tous un peu. Cela dit, les questions n'étaient pas évidentes. J'en ai une comme ça un petit peu au hasard. Selon vous, la guerre, c'est A, bien, B, pas très très bien, C, pas bien du tout, ou D, très important si le pays a du pétrole. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi répondre. T'aurais mis quoi, toi? Moi, j'aurais mis A. Musique, selon la science, Freddie Mercury était le plus grand chanteur de tous les temps. Et selon la science, toujours Christophe Maé est le plus grand système d'alarme incendie de tous les temps. Allez, les brèves! En Corrèze, une mère comparaissait pour avoir élevé jusqu'à 2 ans sa fille dans un coffre de voiture. Et en même temps, cette dame était extrêmement transparente puisque sur la voiture, il y avait cet autocollant bébé à bord. Donc, donc elle peut. Je mets un peu de gaieté sur cette information qui n'en avait pas beaucoup. Et la dernière, elle porte plainte contre son ex qui lui avait élargi le vagin avec son pénis trop gros. Et franchement, Thierry, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un casier judiciaire, je n'aurais pas cru. Et le plus drôle avec ce genre d'article, quand on travaille dans la presse, c'est qu'il faut mettre une photo avec pour illustrer l'information. Alors en Belgique, ils ont proposé ceci. C'était pas mal, la province qui se dit on va mettre une aubergine. Et c'est pas les seuls à avoir opté pour des légumes. La dernière heure a mis cette photo-là. Alors là, à part Émeric Caron, qui y verrait un pénis, je ne sais pas. Et le pompon revient à Closer, qui a choisi cette image. Alors là, s'il y a des jeunes femmes vierges qui nous regardent, si votre copain en a une comme ça, vraiment protégez-vous, hein. Allez. Et maintenant, culture. Oh. Ça, c'est vraiment des instruments dont je joue le mieux. C'est le gong. Allez, cette semaine, l'artiste de la semaine, c'est plutôt les artistes de la semaine. Auguste et Jean Renoir au musée d'Orsay jusqu'au 27 janvier. Une exposition originale qui met en perspective les œuvres du père et l'influence qu'elles ont eue sur le travail du fils. Alors, on va les voir. Voilà. Alors, à droite, on croit que c'est l'abbé Pierre. Mais non. C'est le père Auguste, l'un des plus grands peintres français, évidemment. Et à côté, c'est Jean, considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du cinéma. Alors, on connaît tous, évidemment, La Grande Illusion, hein, dont le titre n'est pas sans rappeler la carrière de Nicolas Hulot. En tout cas, c'est rare de voir un père et un fils tous deux au panthéon comme ça de l'art. On n'est pas chez Castaldi ici. Hein. C'est méchant. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit. Revenons au Renoir. Jean
a d'abord été le modèle de son père. On va le voir sur voilà le tableau magnifique. C'est le petit Jean en train de malaxer un truc tout flasque. Il ne sait pas encore que la prochaine fois qu'il fera ça, c'est au confessionnal. Et plus tard, encore lui, petit Jean qui joue avec des poupées. Résultat, quelques années plus tard, et oui, c'est encore Jean, hein, mais là dans sa période pré-LGBT. Et le père ne peignait pas que son fils, il peignait aussi sa mère. Hein. Et moi, je ne le savais pas, ça, Thierry, que la mère de Jean Renoir, c'était Charles Aznavour. Oui. Incroyable. Alors, un des tableaux les plus célèbres d'Auguste Renoir, c'est évidemment le bal du Moulin de la Galette, hein, où l'on voit des Français faire la fête et discuter en plein air. Alors, s'il devait le repeindre aujourd'hui, il y aurait quelques modifs à faire, mais pas grand-chose. Voilà, à peine, vous voyez, et on est bon. Alors, autre tableau, ça c'est un peu le fantasme érotique d'Éric Nolot, se faire une bonne pipe en lisant le dernier Christine Angot. Regardez comme il est concentré. Et ici, une image très touchante, puisque voilà, ce sont les deux filles de Carlos Ghosn en train de récolter des oranges pour les lui apporter en prison. C'est très mignon. Et la dernière, c'est un lien très fort qui lie Auguste Renoir et son fils. C'est Catherine Essling, dite Dédé, modèle pour Renoir quand elle avait 15 ans. Puis elle épousera son fils, qui en fera son actrice fétiche, et à qui elle donnera un fils. Alors du coup, Woody Allen se dit un peu pourquoi on m'emmerde. Et à juste titre, non, c'est fou, parce que quand même, le père a trempé ses pinceaux avec cette fille, et après le fils l'épouse. On dirait un peu l'histoire de Carla Bruni avec le père et le fils Enthoven. Alors, allez-y à cette exposition, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Alors, Olivier Marchal, rebonsoir. Rebonsoir, Olivier Marchal, l'homme qui voulait être acteur quand il était policier et qui fait policier maintenant qu'il est acteur. Alors, Olivier, vous êtes ici ce soir pour une série qui cartonne sur France 2, Les Rivières pourpres, de Jean-Christophe Granger. Oui. Alors, dans le roman, le personnage de Pierre Nimance résolvait un meurtre à Guernan dans les Alpes. Et ici, c'est la suite du roman. Oui. Il est nommé à la tête de l'Office central des crimes de sang, une unité qui traite les cas qui sortent de l'ordinaire. On est bien d'accord? Et c'est là que vous retrouvez Erika Sainte, qui a été votre meilleure élève, qui est un peu votre fille spirituelle. Et tous les deux, avec Erika Sainte, vous avez formé un duo explosif. Voilà, c'est le pitch de l'affaire. Oui, très bien, Thierry. Après, bon, voilà, on va pas raconter l'intrigue policière. C'est mieux quand tu fermes ta gueule, il me dit. Mais... Je préfère qu'on regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, oui, voilà. Le glaive et le serpent. Il se passe de drôles de choses chez vous, non? Commissaire Nimance, lieutenant Camille Delaunay. Nous sommes de la police judiciaire. Vous dépendez de l'OCSS. C'est quoi exactement? Un nouvel office central, chargé d'épauler les autres services quand les meurtres sortent de l'ordinaire. Je compte sur vous pour apporter votre expertise aux gendarmes. Mais avec délicatesse? Oui, mais la délicatesse, c'est pas une de mes qualités premières. Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle mon avocat, non? Non, c'est pas la peine. Tout doit se faire sous mon contrôle. Oui, mais moi, personne ne me contrôle. Ça vous arrive d'être sympa parfois, Nimance? Je suis content de bosser avec toi, Camille. Parce que je fais des trucs hors procédure? C'est pas comme ça que tu vas trouver un mec, hein? Mea culpa, maxima culpa. Je suis suspecte. Tout le monde l'est. T'avais raison. Mon affaire, c'est chaud comme le cul du diable. Voilà, donc ça marche très très bien. Les Rivières pourpres sur France 2, le lundi soir. Vous avez battu Olivier 2 fois de suite, TF1, avec cette série. C'est très 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 bien fait, très bien filmé. Ouais. Il y a le réalisateur, excusez-moi, mais il a un nom, comme vous m'avez dit. Qui s'éternue, je sais. Un nom qui s'éternue. C'est mon ancien premier assistant, Yvan Fégiver. Voilà, bravo. Qui est un super mec. Très bien réussi. Et il y a un côté True Detective, la première saison, c'est-à-dire des crimes rituels, des crimes sexuels, dans des ambiances un peu zarbi, quoi. Ouais, bah ouais, on va dans des communautés, chez les moines, dans un orphelinat un peu spécial. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce qui plaît au public. Voilà, c'est un super acteur. Oui, je souris en même temps. Oui, il sourit. Aujourd'hui, il sourit. Tu vois. En fait, la bonne idée, c'était de lui dire au début, vous souriez jamais. Comme ça, il sourit. J'aime bien quand tu souris, moi. Merci, Thierry. Mathieu Kassovitz avait fait un film avec Jean Reno et Vincent Cassel. Ensuite, Olivier Dahan avait fait un film avec Jean Reno et Benoît Magimel. Vous dites que la série n'a rien à voir avec le film, en fait.
Mais non, parce que le premier était fidèle au bouquin, le deuxième était plus un film d'action, il y avait beaucoup d'action. Là, on est plus dans le côté anxiogène, voilà, des enquêtes et tout ça. Il y a un truc qui ne vous plaisait pas dans les films qui ont été faits, c'est vous dites, dans ces films-là, les flics boivent de la bière en mangeant des sandwichs au saucisson. Oui. Et c'est un peu daté. Non, c'était un peu le côté guignolesque du premier, avec les flics avec le képi de travers, le sandwich et la bière. Non, mais ça m'irrite un peu, mais bon, c'est... Voilà, parce que c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est une image du flic qui picole. Oui, c'est ça, c'est une image... Ils boivent pas que de la bière, quoi. Voilà, ça, là, j'attendais, j'ai tendu la perche. T'as mis du temps, quand même, à l'attraper. Hein, je te laisse finir ta phrase. Je sais que t'as des problèmes d'élocution. Écoutez bien les paroles. Ouais, Hôtel Commissariat, reprise d'Hôtel California par Gomez et Dubois. C'est une chanson que je vous recommande. Génial, les paroles sont énormes. Et c'est la vie des flics d'aujourd'hui, très bien racontée. Alors, c'est vrai que, comme tous les flics, vous avez une piètre opinion de la justice et même de la police. Vous avez déclaré, Olivier, moi, je ne me fais plus d'illusions. J'ai été flic pour défendre la veuve et l'orphelin. Je suis très vite tombé de l'armoire. Encore plus, lorsque ma propre fille a été victime d'une grave agression, la justice n'a pas fait son boulot et a laissé l'enquête traîner pendant 4 ans. J'ai dit au juge que dorénavant, je réglerai mes affaires moi-même. Voilà. Oui, c'est vrai. Pardon, mais ce qu'il faut dire avant que vous répondiez, votre fille Léa, 24 ans, aujourd'hui, a été agressée par 6 mecs quand elle avait 15 ans. Vous avez été obligé de faire l'enquête vous-même, parce que ça avançait pas. J'ai traîné en moto avec elle, pour trouver le mec était un multirécidiviste qui n'a obtenu que du sucre. En faisant des doigts d'honneur au CRS. Il avait mis sur le mec, il n'a pas été vraiment condamné. Donc, non, mais ma fille, elle en souffre encore. Après, elle vit à la campagne. Elle est partie, elle a quitté Paris à cause de ça et tout ça. Oui, c'est... Elle a redoublé ça à la classe de 4e. Elle a pris 20 kilos. Après, elle les a reperdus depuis, mais ça a été un long parcours pour elle. Voilà, ils l'ont agressée à 7, ils l'ont tabassée. Voilà, tout ça parce que c'était un collège privé de filles qu'ils allaient chez un collègue de riches, soi-disant. Voilà, alors qu'on est dans le 11e, enfin voilà, tout allait bien. Voilà, donc moi, je suis devenu fou, quoi. Mais bon, après, c'est surtout l'attitude du juge qui a été tellement offensante. Mais pourquoi un mec qui agresse une fille de 15 ans à la sortie d'un collège, pourquoi il prend du sursis? Pourquoi il n'est pas puni? Je ne sais pas, tiens, poser la question. Le procureur général avait réclamé 1 an de prison et 9 000 euros et il a été condamné à 3 mois avec sursis et 500 euros d'amende qu'il n'a toujours pas payé. De toute façon, on s'en fout, c'est pas le problème, quoi. Voilà, regardez Kanta, par exemple. Kanta, il a fait 3 ans, Kanta. Oui, j'ai fait un petit papier là-dessus, quand il a fait la une des Inrock. J'ai trouvé son attitude. Enfin, on va pas rentrer dans des trucs, mais moi... Voilà, j'ai été épaulé, j'ai vu des agressions de femmes. Ça m'a... C'est un métier qui m'a, on le sait tous, qui m'a un peu vrillé, quoi. Mais quand j'ai fait ce papier sur Instagram, où je lui disais de la mettre en douce, quoi, parce que voilà, ça va, quoi. J'ai quand même eu des réponses de mecs qui affichent Bruce Willis 33, tous les anonymes qui m'ont dit on espère que ta fille va subir le même sort que Marie, etc. Donc, on en est là, on est dans une société comme ça, malheureusement. Dans ces cas-là, on se sent un peu seul. Alors, on va terminer sur une note un peu plus gaie. Oui. J'ai appris en préparant cette émission que c'est Michel Larocque il sait tout. Qui vous a convaincu de prendre des cours de théâtre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier a vécu une très belle histoire d'amour avec Michel Larocque. Très courte. Qui est quand même 20 minutes, quand même. Non, on est resté 8 mois ensemble. Michel Larocque qui est quand même passé de Serpico à Harry Potter. On regarde le coming out. Magnéto, Serge. Elle a gagné l'année dernière, c'est une personne qui m'est très chère parce que, bon, ben voilà, c'est une ex. Mesdames et messieurs, on a eu notre histoire, voilà, c'est terminé, et c'était bizarre de la revoir, là, comme ça, les souvenirs reviennent, et... Enfin bref, mesdames et messieurs, une ovation
pour la présidente du jury, également celle qui m'a fait découvrir plein de positions que je connaissais pas avant, Michel Larocque, s'il vous plaît. Et je vous remercie le jury pour lui. Par contre, Michel est une ex, moi, contrairement à toi, c'est vraiment une ex à moi. Donc, ça parlera plus tard. Donc, voilà. Je dois le dire parce que c'est grâce à Michel que je fais ce métier. Voilà, on s'est connus en 85, j'étais flic, elle était actrice. Voilà, on vivait rue de 15e arrondissement. Attendez, c'est quoi? On s'en bat les couilles de la cérémonie, bien. Il est monarqué. 25 ans après. On adore Michel. Ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai que Elle est géniale. Non, mais c'est vraiment grâce à elle. C'est elle qui m'a fait rentrer au conservatoire du 10e, qui m'a fait répéter une scène du Misanthrope. Et j'avais 27 ans, j'étais flic et j'étais à la section antiterroriste. Je l'avais rencontré dans une soirée chez un copain architecte, un copain de boîte de nuit, quoi, qui avait fait une fête. Il était de Nice, elle était de Nice. Et elle, c'était une voilà. bombe. Donc... Et ouais. Voilà, ça y est. Bonne vanne de Baffy, Voilà, bravo. la dernière. On espère. Ça va, mon Lolo? Oui, ça va doucement. Tu sais, je conseille un peu Macron à mi-temps. Parfois, je passe le voir. Et là, c'est bloqué. Je suis allé le voir. Il était enfermé dans son bureau. Il jouait au train électrique en disant celui-là, il tombera pas en panne. Il fera pas de grève et tout. Il se goinfre de Kinder Bueno. Et il va sur YouPorn, il tape Angela Merkel nue. Ça va pas trop bien. C'est bloqué. Là, c'est bloqué, là. Tu t'occupes de lui? Oui, je m'occupe. Je vais repasser la semaine prochaine, mais... Toute la France compte sur toi, Laurent. C'est pas facile, hein. Maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. En hommage aux coquettes, un jeu où... Ah, c'est pas les croquettes? Non, un jeu où toutes les réponses doivent finir en « et ». Exemple, à quoi pensez-vous en ce moment? À la distoquette. Voilà. Faut aller aux exemple. toilettes, allumer un gros pet, fumer une cigarette. On va jouer les filles contre les garçons. Testez votre sampleur. Parfait, les garçons. Oh, les garçons. Parfait. Et Donc, vous êtes fous, mais moi je vais vouloir gagner absolument en fait. Ah là, tu vas voir. Alors, les winners auront droit à un éloge de la part de Thierry Ardisson. Ok. Attention, on y va. Ok. Quel prénom ne donneriez-vous pas à un enfant? Arlette, c'était les boys. Suzette. C'est boys, là. Suzette. Arlette. Suzette, voilà. Arlette, très bien. Bernadette. Morissette, Ginette. T'as un point pour les Ginette. garçons. Non, ma mère s'appelle Ginette. Pardon. Pardon. On arrête ça immédiatement. Commencez pas à dire Lucette. que ça marche pas. Alors Ta fille attention. s'appelle Lucette. Sur qui avez-vous déjà fantasmé sans oser le dire? Bernadette Chirac. Oui, C'est pas toi, bravo. c'est les garçons. Bernadette. Mais alors, attends, c'est pas les bonnes balles. On comprend pas, on n'a pas le droit de jouer. Mais je suis obligé de donner le point aux Bernadette. garçons. Eh ben oui. Testez votre sampleur. Non, Il y a de la danse. attention. Que collectionnez-vous? Les étiquettes. Oui, bravo, les étiquettes. Les boutons de manchette, les cigarettes. Là, ils nous ont niqué. Les allumettes. Les filles reprennent un point. Quel est, selon vous, le lieu idéal pour faire l'amour? Les toilettes. Oh. Les toilettes, bien sûr. Les toilettes, bien sûr. Ou dans un hôtel au Koweït. Ou la carpette. Ou avec des flics dans une fourgonnette. Le romantisme de Gérard Darmon. Dans les toilettes. Contre la fenêtre. Contre la fenêtre. Voilà, La contre carpette. fenêtre. Quel est le métier que vous rêviez de faire enfant? Pas possible. Éleveur d'alouettes. Pompiette. Alors Éleveur d'alouettes. Non. Majorette. Majorette, absolument. Proxénète, Non, voilà. prophète ou grosse tête. Quelle est, selon vous, la qualité première d'Emmanuel Macron? Il est honnête. Oui. Qu'est-ce que je dirais pas pour un point? Non, on a séché. On pourrait dire aussi qu'il s'en sort toujours par une galipette. Oui. Bravo. Qu'est-ce qui devrait être interdit? Eh oui. Alors, tu vois, Le- je vais te dire ce qui devrait être interdit. Mais la farine complète. Exactement. Parce que c'est hyper dangereux pour la C'est la farine complète.
On avait tout misé sur Gérard, et c'est Thomas qui a gagné. Il est arrivé tout à l'heure en me disant dès que Gérard fait un truc d'enfer, j'ai des Il s'est fait niquer par Thomas. Et c'est Thomas Dutronc. Il a raison. Bravo Thomas. Bravo Thomas, bravo. Et ça, c'est du Sardou tout crochet. Alors, quel est l'objet que vous avez déjà utilisé pour faire l'amour? Une trompette. Non. Si. Bah tu me demandes. Une sudisette. On est nuls. Une sudisette, Ouais. oui. Une caquette. Ah, Bah oui. Bah oui. Mais la caquette est-elle un objet? Moi, je trouve que c'est une question. Je dois dire que c'est brillant. Pardon C'est- Thierry, mais tu n'as jamais utilisé de trompette pour faire l'amour? Non. Tu devrais. Tu manques de piston, tu devrais. Il y a un tablier de Un soubrette. godemichette. Un godemichette. Oh merde, j'ai plus de bombe. Quelle connerie la C'est merde. dommage. Tu devrais en acheter plusieurs. Alors, attention. Où aimeriez-vous vivre? Possible. Chez Morissette, elle a un appart. Ça marche pas. Aux Séchettes. Non. Non plus. Les filles? À Linguicette. Ah quoi? C'est quoi? Ça existe pas? Si, c'est encore. Dans le Massachusetts. Qui s'appelle Dans le Massachusetts, j'adore. Bravo, ouais, aide-moi toi. Aide-moi. Elle a dit un vélo. Il y a aussi Gif sur Yvette, au Koweït ou à 7. Pardon Thierry, mais Ça vous fait rire, hein? Ça Oui, vous fait c'est rire. génial. D'accord. Faut garder Alors, les chaussettes comme c'est le meilleur moment de toute ta carrière. Je sais. Ce sont ma carrière. Les meilleurs moments, c'est ça. Je suis d'accord. Voilà, à ta mort, on rediffusera cette séquence. D'accord. Pouvez-vous nous citer une phrase que vous n'avez jamais prononcée avant ce soir? Oh non, mais- Pardon maman, mais je chie sur la Mais moquette. j'ai appuyé 10 fois. Juste aimer que les coquettes me fouettent. Ouais, non, me fouette aussi. fouette aussi. Là, là, on le Bien, je me dit. taperais bien une coquette. J'ai toujours rêvé de jouer à Barbichette. On se concentre. Comment aimeriez-vous mourir? Par la fenêtre. Non, Dans ma- fenêtre. Sous ma couette. Sous sa couette. Une seconde. Sous Dans sa une corvette. Dans une corvette. Dans une crevette. Mais c'est pas parce que vous trouvez les réponses Bah, sous ma nulles que couette. c'est pas des bonnes réponses. Ils ont Boum dans répondu ta avant, monsieur. gueule. Ah bon? Non, mais Ils ont répondu ils auraient quoi? Thomas a Sous dit ma sous ma couette, couette. sous ma Thomas couette, Dutronc a dit sous ma couette. Faut reconnaître. Attends, Gérard, Oui. c'est ce qui est arrivé à Charles Aznavour. Exactement. Il est mort sous C'est le sa rêve, couette. c'est quand donc même- c'est- C'est beau. En plus, ça a l'avantage. Salvador aussi, hein. C'est Salvador une aussi. réponse On d'actualité. peut rêver carrément. Qu'est-ce qui vous excite particulièrement? Me faire sucer par une starlette. Les garçons ont gagné. Et maintenant, donc, on va passer à l'éloge des winners. On connaissait les trois rois mages. On connaissait les trois mousquetaires ou les trois petits cochons. Il y a désormais un nouveau trio. Thomas Dutronc, Gérard Darmon et Laurent Baffy. Thomas, la guitare et la belle gueule en héritage. C'est vrai. Thomas Dutronc, Sardou. on le Ouais. sait, vos racines C'est sont beau. solides. Ah, ça me plaît, Incontestablement aujourd'hui, vous vous êtes fait un nom, ou plutôt un prénom. Thomas. Un prénom qui a su raviver l'esprit manouche bien avant Yvan Le Bolloc et Kenji Chirac. Gérard Darmon, Gérard Filoche, Gérard Collomb, Gérard Blanc, Gérard Majax, Gérard Monvu. Bien des Gérards ont marqué la vie des Français. Mais s'il y en a un qui incarne le charme, la classe et l'élégance, avec ses cheveux blancs, sa voix de crooner et ses pieds noirs, c'est bien lui. Enfin, Laurent Baffy, mon Lolo. Il est vrai que ton film, Laurent, Les Clés de bagnole, ne t'a pas ouvert les portes d'Hollywood. Mais tu restes le Lucky Luke des bons mots, le Johnny Guitar de la punchline. Mon Lolo, tu le sais, je n'ai pas d'amis comme toi, non. Joe Star et Ramzi Bedia, rebonsoir. Alors, je voudrais dire à tout le monde, avant qu'on commence, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà. Alors,
Vous êtes ici ce soir parce que la saison 2 de La Route de la Soif commence le mardi 27 novembre à 22h30 sur Viceland. L'idée, c'est un documentaire donc produit par Vice, c'est d'aller faire le tour des distilleries de rhum agricole en Haïti, aux Bahamas ou à Cuba. C'est pas que ça l'idée. Bah, dis-moi alors. L'idée, c'est que par le biais de ça, on va à la rencontre. C'était ma phrase après, la découverte de la culture caribéenne. Eh ben, ouais, mais pas forcément, puisque ça s'appelle La Route de la Soif. Et là, on va aller à Évian, voir si on peut se murger avec de l'eau. Et je sais que ça commence à partir de 7 litres. Ah ouais. Et j'amène un grand contenant. Voilà. Ça s'appelle la potophagie, ça s'appelle. Voilà. Du grec potos, l'eau. Hippopotame, le cheval de l'eau. Oui, bien sûr. Non, mais la attendez. Mésopotamie. La Mésopotamie, au milieu du potamos. Maman, j'ai fait popo. Il y a plein de racines grecques. C'est entre Alain Decaux et Capellovici. Ouais, on est tous les deux là, on est tous les deux là. Alors, on découvre que le rhum, en fait, a été inventé par les esclaves à partir de déchets de canne à sucre, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Au départ, en fait, parmi toutes les applications, parce qu'on dit application aujourd'hui, ça servait à soigner les bêtes, à se soigner soi-même et ainsi de suite. Et en fait, les maîtres ont découvert que les mecs se mettaient bien aussi avec ça. Et donc, ils ont commencé à en boire. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. De la soif, on est toujours dans les Caraïbes. Une bouteille de rhum. Du rhum. De temps en temps, j'aime quand ça fait... Ah ouais. Tout ce qu'on voit là, c'est des produits locaux. Produits à Cuba, même les rhums. Haïti, c'est quand même permis d'avoir son indépendance. Et je pense que ce pays est vivant par son refus de se soumettre. Il est top le docu. Alors c'est une sorte en fait d'itinérance mémorielle un petit peu. Il y a de ça. Non, mais c'est vrai. C'est un reportage alambiqué. Voilà. Alors je l'ai vu, donc c'est très très bien fait. Mais quand je me suis levé de mon canapé après, j'avais du mal à marcher tellement c'est pas le premier fort. à dire ça en fait. Ouais. Et on est plutôt contagieux. Enfin, je suis plutôt contagieux au départ, mais. J'imagine que vous avez regardé la diff parce que vous avez aucun souvenir de ce que vous avez fait, non? Alors je l'ai revu, effectivement, j'ai redécouvert mes vacances. Il faut le revoir parce que même c'est réalisé. Il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est réalisé sans trucage. Hein, c'est-à-dire le rhum, c'est du vrai rhum. C'est du vrai rhum, oui, mais enfin, à quoi bon Non, mais pour une fois qu'on n'est pas sous le joug du CSA, tu dois savoir de quoi je parle. Elle n'est pas là, la fille modération, là, elle n'est pas là. Ce qui est génial avec vous, c'est que quand même, vous êtes allé voir une chaîne et vous leur avez dit, j'ai une idée, je vais aller boire du rhum dans les îles, je vais les filmer et payer pour ça. En fait, ça s'est plutôt passé dans mon salon, un soir où on était plusieurs, et un pote d'un pote me dit, mais je vois que tu jettes les gens dehors, t'es là, tu gères, alors que... Tu t'envoies comme tout le monde. Et du coup, il m'a proposé ça. Et en fait, un mois après, on était en train de le faire, quoi. Donc, non, mais tout ça pour dire que au départ, c'était très léger. On s'est fait emporter par le truc. Non, mais ce qui est génial, en plus, c'est que vous avez dit à Vice, je viens avec un pote. C'est là où c'est extraordinaire. Ouais, mais parce que j'avais besoin d'un totem au départ. Et en fait, je l'ai trouvé pour de vrai. Et le mec ressemble à un totem pour de vrai. Un mec qui tient le coup. Il fallait un mec cassure. En fait, l'avantage avec Ramzy, c'est que c'est vraiment, quand Didier dit ça, c'est vraiment le totem. C'est qu'en fait, c'est l'âme pure. C'est le gars qui est prêt à aller, à tenter le coup. Et c'est ça qui est beau chez Ramzy. Pour résumer ce que tu dis, José, je dirais capable de tout pour rien. Oui, et c'est ça la beauté. La générosité. Exactement. La générosité. Didier, vous avez quand même une contenance de dingue. Vous êtes un super tanker, quoi. Je suis un super tanker, mais c'est pas une médaille, mais non, si, on s'amuse bien. Quand tu penses qu'il a 12 points sur son permis, vraiment. Justement, je galère en ce moment. Est-ce qu'à un moment, vous avez cru que vous étiez avec Éric Judor? Non. Non, il n'y a rien de créole chez lui. Je suis vraiment... Non, on est vraiment dans l'ambiance violeur de biquette, tout ça, nord-africain, bam bam. Mais comme je lui ai dit qu'on n'irait jamais en Algérie pour lui, de fait, j'en ai fait le plus algérien de tous les Cubains. On l'appelle Fidel Casse-Croûte là-bas. Alors, Ramzy,
vous dites que pour le tournage, vous commenciez à boire vers 9h du matin, mais, Non, mais attends, à 10h30... Quand on dit 9h, il est sûrement 20h quelque part. Arrête. À 10h30, vous dites je parlais plus, et je finissais mes journées à 14h. Oui, vraiment, c'est ça, ouais. Mais finalement, j'ai découvert toute une culture, et pas que la cubaine, la caribéenne. J'ai discuté avec des gens... Il a vomi partout. Formidable. Et effectivement... à 14h, il fallait que j'alle me coucher. Les journées, une petite sieste. Il paraît, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'à La Réunion, vous versiez du rhum dans la piscine. Ouais, j'ai fait des trucs... c'est chaud, ça, quand même. Oui, non, le rhum rend électrique, hein, attention, à tous les niveaux. Du rhum dans la piscine, quand même, j'ai jamais vu. Et les enfants ont bien kiffé. Il n'y avait pas d'enfants. Non, mais j'avais une piscine perso. Et j'ai même voulu faire du surf avec une planche à repasser. Voilà. À la fin. Mais c'est vrai, ça. Non, mais c'est marrant. Inventivité, intelligence, dépassement de soi. Non, mais c'est vrai qu'à Cuba, on vous voit déambuler dans les rues de la Havane. Vous cherchez un donneur de foie. Vous découvrez la double monnaie, les tickets de rationnement qui sont toujours en vigueur là-bas dans les bodegas. Vous découvrez la boxe cubaine, les plantations de tabac, la distillerie Habana Club et le garage qui répare les Cadillacs. Les fameuses Cadillacs. C'est des Nissan, au final. Ouais. Mais ça a été trafiqué maintenant, ouais. Mais il y a la carrosserie de la Cadillac, toujours. Ouais. Voilà. C'est extraordinaire, mais ça. Il faut savoir un truc, ce qui est génial avec Ramzy, c'est qu'il a vraiment une punchline thermonucléaire, c'est-à-dire qu'on arrive tous les deux, on se pointe devant un mec qui est assez classe, qui s'appelle Osb. Et lui, le mec nous dit OSB, et lui répond ah, OCB. Voilà. Et tout ceci est agrémenté de trucs comme ça. Bien sûr, mais c'est génial. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Magnéto. Elle est encore loin, ta plantation, là? Mais là, on cherche un moulin, là. T'as pas vu, là? J'ai la posture de Don Quichotte. Et après, on échange, on fait un quart d'heure. On fait rien du tout, tu avances. Tu vas où? Je sais pas, je cherche. C'est là, le sentier est là. Allez, file. Ouais, mais il fait chaud, mon frère. Mais non, il fait pas chaud. C'est toi qui as chaud. Putain, ça pique, sa mère. Ça pique les jambes, Didier. Ça, c'est les orties. C'est génial. D'être un peu ivre comme ça. C'est génial. Et perdu dans la montagne, je ne sais pas où on est à Cuba, je suis avec mon ami, on est sur un cheval. C'était vraiment un super moment. Maintenant, Didier, il y a une autre idée. C'est que vous proposiez à Viceland ou à n'importe quelle chaîne, tous les deux, en Thaïlande. Faites la tournée des bordels de Pattaya. Moi, je l'ai fait, moi. Moi, je l'ai un peu fait, mais non, j'irai pas en Thaïlande. Ah bon? Il y a vraiment mieux à faire. Il y a mieux que... Il y a quoi? C'est tout. Ce que j'ai. D'accord. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, le blind test. Alors, le blind test de ce soir est également un hommage à Joe Star. Je ne bosse pas. Il nous regarde, hein? Joël, c'est encore pour toi un hommage. Et voilà, et le blind test s'appelle Glou-Glou. Heureusement que t'es pas là, Didier, parce que sinon, on aurait été énervé sur Glou-Glou. Et le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot. Et on regarde les célébrations qui ont eu lieu dans cette émission depuis le début de la saison. Glou-Glou à chaque fois. Magnéto, Serge. Non. Le numéro 1 jusqu'à aujourd'hui est Guillaume Canet, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez le tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Qui c'est? Renaud. José Garcia, bravo. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes drôles. Attention. Attends, pardon, excuse-moi, ça a un rapport avec Glou-Glou, avec l'alcool à chaque fois? Oui. D'accord. Parce que c'est que des mecs
Qui boivent. Qui boivent. Est-ce que tu te souviens du blind test? Oui, oui, j'ai tous fait depuis 20 ans. T'as vu, attention, musique. Amy Winehouse. Ouais, bravo, Ramzi. Un point pour José. Il faut taper sur la table. Non, il faut juste pas taper, il faut répondre. Il n'y a pas de buzzer cette D'accord, fois-ci. ok. Attention, on se concentre. Musique. Tu m'as dit que j'étais faite. Diane Tell, non. Véronique Sanson. Véronique Sanson. Même si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes. Attendez. j'ai Diane dit Tell, Tell, non. pardon. Qui a dit Véronique Sanson? José Garcia. José, réfléchis à ce que tu vas faire pour la célébration. La célébration de quoi? Ouais, parce que l'idée, en fait... si je gagne, c'est rester tranquille, en fait. Réfléchis bien, tu comprends Vaut mieux pourquoi. que pas José, réfléchir. sur la chatte Vas-y, à pépette. attention. Laisse-toi faire, arrête de Musique. gigoter. Jean Cocker. Ouais. Ouais. Il a dit Jean Cocker. Il a dit Jean Cocker, hein. Il a dit Jean Cocker, t'as raison. Il n'a pas dit du tout. Charlotte Basset. Il n'a pas dit du tout Joe Cocker. Bon, attention, musique. Charlotte Basset. Arnaud. Ouais. Ramzi. Bon, attention, Ramzi. On se concentre. Vous devez répondre dans les premières secondes. Attention, Tu sens que je suis musique. concentré ou pas? Johnny. Ouais. Pardon, mais... Bien, ça, je trouve que pour celui qui... Il y a un vrai rapport avec l'éthylisme, là, dans cette Johnny, quand même. En tout cas, il y a beaucoup de posthumes, c'est ça qui est emmerdant. C'est un peu On est inquiétant. C'est toujours un peu le problème du glou-glou. Bon. c'est que- Concentre-toi. Ah, c'est ça l'idée. Didier. Moi, je suis super concentré. Sur la chatte à pépette, tu peux pas faire. Bon, attention, on se concentre. Laurent, évite de répondre. Ah, mais il est sur le On est coup. trop il est- fort. Attention, musique. Gainsbourg. Attends, le Guy Pierre, le Guy. Gainsbourg. Voilà. Mais non, mais... Non, Laurent, j'ai pas le cœur, j'ai pas le cœur. J'ai pas le cœur, tu vois. Mais non. Je te dis de partir, mais j'ai pas le cœur. Il est aidé, c'est sympa. Attention, musique. Whitney Houston. Ouais. C'est bien, là. Très flatteur. Vous êtes trompé en régie. Vous avez mis une photo de Catherine Barma en régie. Vous êtes trompé. Non, je trouve que toutes les photos que vous mettez sont vraiment très flatteuses. On a envie C'est de exprès. réécouter l'artiste. On fait un peu exprès. Attention, on se concentre. Là, c'est compliqué. Attention, musique. Chut, arrête. Tu vas retourner là-bas, hein. Laurent, tu vas retourner là-bas. Non, mais c'est pas... José, t'as envie de gagner pour de vrai? Peut-être une nuit. Moi, tu peux me le dire que je le répéterai pas. Laurent. Depardieu. Ouais, Ramzi. J'ai reconnu. Ramzi. Attention. Il est laid ton blind test. Il est laid. Non. Mais non, parce que je pensais que c'était des chansons qui avaient un rapport On avec... aurait pu faire ça. La prochaine fois que tu viens, on fera ça. Des chansons à Ça boire. m'étonnerait qu'ils reviennent. Si, on est devenu, on est beaucoup plus proche maintenant. Oui, j'ai vu les photos. Attention, là on va être moins proche avec cette chanson. Musique. NTM. La photo. Alors, vraiment, il a envie de se rabinacher. Ça va la photo. Elle est bien la photo. Didier. C'est le seul. Didier. Photo de bien. Elle est bien la photo. Évidemment, t'as pas les couilles de mettre. J'ai pas envie de me faire casser la T'as gueule. pas eu les couilles de mettre une déchirade. Et toutes les chansons qu'on a entendues, c'était quand même la meilleure. Ah ouais. On l'entend moins, ta grande gueule. Qui a gagné? Ramzi. C'est Ramzi. Ramzi Média. Je sais pas, tu peux... C'est le Johnny Depp. Ramzi.
Ouais, par exemple. Attends, tu m'attends. Attends-moi 2 secondes. Ramzi, tu vas célébrer ta victoire comme si tu avais gagné. Je vais vous en faire une que j'ai vue dans le mix de célébration. Tu précises que le mec est noir. Le mec que je vais faire est noir, oui. Voilà. Et ça a été fait dans tes célébrations, mais je vais faire la vraie, moi. Ça a été juste copié. D'accord. Où la caméra? Je serai face caméra. Elle avait été faite, mais j'ai fait la vraie. C'était magnifique, mais je ne fais pas le deuil de ce qu'aurait fait José Garcia. Ah oui, tu veux le faire. José. Musique. Vas-y, José. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.